Le plancton. Quand on vous en parle, on a souvent en tête les toutes petites bêtes microscopiques dans l'océan, au pire insignifiantes, au mieux filtrées par les baleines. Et pourtant, si je vous disais que le plancton peut réguler la composition de l'atmosphère, être si divers qu'on n'en connaît pas encore tous les secrets, qu'il peut changer la couleur de l'eau, ou même que ses super blooms peuvent être visibles depuis l'espace. Pour nous expliquer tout ça, nous recevons aujourd'hui Flora Vincent, chercheuse à l'EMBL, pour nous embarquer sur Tara, découvrir cette majorité invisible qu'est le plancton, et nous raconter plein d'histoires à son sujet. Nous sommes le mercredi 3 juillet de l'an 2024, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue! Bonjour à tous. Donc ce soir, on a des personnes dans la chatroom et nous sommes 4 en Zoom aujourd'hui sur notre tour de table. Donc nous avons d'abord Cléora depuis Perduville. Ouais, bonsoir à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Topo depuis la chatroom, donc qui nous dit bonjour depuis la chatroom. Nous avons notre invitée Flora Vincent depuis Heidelberg en Allemagne. Salut à tous et toutes. Je vais te présenter un peu, Flora, et je suis particulièrement heureuse ce soir de t'accueillir avec nous. Tu es chercheuse et groupe leader en Allemagne, à l'EMBL en biologie marine, et tu vas nous parler donc du plancton dans tous ses états. Alors le plancton et les écosystèmes marins, tu les connais bien, étant donné que tu travailles sur ces thématiques depuis ta thèse, que tu as faite à l'École normale supérieure à Paris, et que tu as soutenue en 2016. Et tu as étudié une partie du plancton, les diatomées plus particulièrement, à partir des données de Tara Océan, dont tu vas nous parler abondamment ce soir. Puis ensuite, tu es parti en postdoc en Israël, où tu as poursuivi tes recherches sur le plancton, mais aussi sur les interactions entre les différents organismes planctoniques. Et suite à ce postdoc, tu as ensuite monté ton équipe en Allemagne, où tu es actuellement comme chef d'équipe à l'EMBL, où tu développes un peu plus en amont ces thématiques qui sont au cœur des enjeux environnementaux actuels. Alors avant de te laisser la parole, pour ce dossier, je voulais d'abord raconter un peu une anecdote sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. Alors même si on était à la même conférence la semaine dernière, en fait, on s'est rencontrés dans un autre cadre, étant donné qu'on a été toutes les deux sélectionnées pour les premières étapes de test des futurs astronautes de l'ESA, donc pour la classe 2022. Nous, on a été passer les tests psychotechniques à Hambourg en 2021. Bon, alors si jamais on avait été sélectionnés, je pense que l'épisode aurait pu prendre un tour bien différent, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc on va rester sur Terre pour le moment. Et on va aller même sous la mer, et du coup, je vais te laisser la parole pour nous parler de ces organismes méconnus. Et tu vas tout nous expliquer pour ton dossier, le plancton, une majorité invisible. C'est à toi. Bonsoir tout le monde, et puis merci de m'avoir ici sur ce podcast dont on avait parlé. En effet, il y a plus de 3 ans, tu m'en avais déjà parlé à l'époque à Hambourg, et c'est ça. Mais c'est génial, il faudrait faire un podcast sur le plancton. Et ouais, je pense que je peux commencer par une anecdote assez simple, qui est que au quotidien, on entend souvent parler du poumon de notre planète, et je pense que la première image qui vient en tête, c'est vraiment l'Amazonie. Tout le monde se dit le poumon de la planète, là on a tout l'oxygène qui est produit, c'est vraiment cette forêt amazonienne, ces forêts terrestres. Et en réalité, ça c'est un peu une méconception, parce qu'en fait l'océan joue un rôle capital dans ce processus de production d'oxygène. En fait, l'océan, il est responsable de la moitié de l'oxygène qui est produit chaque année sur Terre. Et en fait, cette production d'oxygène, elle provient en grande partie de ce que j'aime bien appeler la majorité invisible, ces petits microbes qui ont un gros impact, qu'on appelle aussi le plancton. Moi, j'aime toujours revenir un peu à l'étymologie des mots. Donc en fait, plancton, ça vient du grec planktos, qui veut dire dérivé. Et donc le plancton, ça regroupe en fait tous les organismes marins qui peuvent pas nager contre le courant. La majeure partie d'entre eux sont microscopiques, mais vraiment la vraie définition du plancton, c'est ce qui peut dériver avec le courant. Donc par exemple, les méduses qui font 2 mètres de diamètre, on les considère comme du plancton parce qu'elles peuvent pas nager contre le courant. Mais la plus grande majorité en termes de diversité de cette communauté planctonique, c'est vraiment des organismes microscopiques, à savoir on a besoin d'un microscope pour les observer parce qu'on peut pas les voir à l'œil nu.
Alors, ils sont tout petits, mais ils jouent un rôle majeur dans notre écosystème. En fait, ils produisent de l'oxygène, ils capturent du dioxyde de carbone. Ces planctons sont aussi en fait à la base de la chaîne alimentaire. Il faut comprendre que s'il n'y avait pas de plancton, on n'aurait pas en fait l'élément essentiel qui permet à des organismes plus complexes de se développer. Et donc, clairement, sans plancton, on n'a pas de stock de pêche, quoi. Ces planctons, ils sont tout petits, ils sont importants. Des fois, ils peuvent se mettre à se diviser très très rapidement, en particulier quand les températures augmentent et puis qu'on commence à avoir des flux de nutriments. En fait, c'est un peu le printemps des océans, si tu veux. Et en fait, ces planctons qui se mettent à se diviser très très rapidement vont être capables de former des structures qui sont visibles de l'espace. C'est ce qu'on appelle des blooms ou des effloraisons en français. Et en fait, c'est vraiment des phénomènes qui moi me fascinent parce qu'ils ont lieu tous les ans. Et en vrai, c'était aussi une des motivations que j'avais pour postuler en fait à ce job d'astronaute. En fait, j'avais vachement envie de voir ces blooms de l'espace parce que pour les avoir étudiés au microscope, littéralement cellule par cellule, je m'étais dit mais en fait, moi qui aime bien un peu combiner des échelles à la fois de temps et d'espace, je m'étais dit ce serait quand même vraiment stylé de pouvoir prendre une photo de ces blooms. De les voir. Que j'étudie en fait et voilà, ça fait partie de ces rares structures biologiques qu'on est capable de voir d'aussi haut, comme par exemple les récifs coralliens qui sont quand même à la base des tout petits organismes marins, quoi. Donc ces blooms qui jouent un rôle assez important pendant ces gros phénomènes. Il y a évidemment beaucoup de carbone qui va être absorbé, notamment par le processus de la photosynthèse et sur des échelles de temps géologiques. En fait, ces algues qui vont capturer du carbone, donc former de la biomasse, vont aussi couler au fond des océans. Et c'est par exemple ce qui est à l'origine des énergies fossiles. Donc derrière les énergies fossiles, on a en fait de la biomasse marine qui a été capturé sur des grandes échelles de temps géologique. Mais si vous allez à Étretat pour voir les falaises d'Étretat, en fait, les falaises d'Étretat, c'est pareil, c'est du plancton, en particulier ce qu'on appelle du calcaire de coccolithophores, qui sont un type de plancton particulier. Les pyramides d'Égypte, c'est pareil. Donc en fait, le plancton, il est à l'origine de beaucoup de choses, de services, de tous les services que l'océan nous rend aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui proviennent du plancton, mais aussi du patrimoine culturel, quoi, comme les falaises d'Étretat et les pyramides d'Égypte. Et puis moi, un dernier aspect que je trouve absolument incroyable, c'est que même s'ils sont microscopiques, ils ont vraiment un rôle important dans la façon avec laquelle notre écosystème fonctionne. En particulier, il y a à peu près 2,4 milliards d'années, c'est grâce au plancton qu'on a eu en fait le phénomène de grande oxydation, qui est quand l'atmosphère a commencé à avoir des pulses d'oxygène qui ont permis à la vie telle qu'on la connaît de se développer. Donc, le plancton, il a eu un rôle important dans le passé, il a un rôle important dans le présent, et en fait, il a complètement été sous-étudié, et c'est pour ça que pour moi, c'est un terrain de jeu assez passionnant, quoi. Et du coup, là, si je reformule un peu tout ce que tu as dit, tu as parlé de capture de carbone, d'oxygénation. Est-ce que, en fait, finalement, ça voudrait dire que même si on cherche de la vie ailleurs, etc., c'est vraiment le plancton qui est à l'origine de la régulation de l'atmosphère et potentiellement ailleurs. Et est-ce qu'on peut imaginer utiliser le plancton, par exemple, si on veut réduire le taux de CO2 de l'atmosphère? Je sais qu'il y a des gens qui pensent utiliser des algues, mais est-ce que ce serait pas finalement Alors c'est pas le plancton, même si je suis très planctomaniaque, il y a plein d'autres processus, en particulier physico-chimiques qui expliquent pourquoi on a le cycle de carbone, d'azote et de phosphate, de phosphore qu'on a. Mais oui, effectivement, il y a plein d'initiatives maintenant qui visent à utiliser cette capacité du plancton à capturer du carbone pour peut-être mitiguer l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Il y a eu beaucoup d'expériences dites de géo-ingénierie, typiquement de fertilisation des océans, mais ça c'était déjà il y a quelques dizaines d'années, où des scientifiques se sont dit dans l'océan on a un gros manque de fer. En fait, une des raisons pour lesquelles les planctons peuvent pas faire des blooms en permanence, c'est parce qu'il y a une carence en fer dans le système. Et donc ils ont pris des bateaux, ils ont pris des énormes conteneurs de fer qu'ils ont balancés dans l'océan, et évidemment ça a généré un énorme bloom d'algues parce que comme le fer est limitant dans ces écosystèmes, dès que tu rajoutes du fer, les planctons se mettent à proliférer. Et donc l'idée derrière, c'était en générant ces blooms de façon un peu artificielle, on va pouvoir capturer du carbone.
quand même globalement à chaque fois que les humains ont ce genre d'idée de manipuler l'écosystème, c'est souvent une fausse bonne idée. Donc depuis, on s'est rendu compte que c'était pas du tout efficace de faire ça dans l'environnement naturel. Ça veut pas dire que on peut pas le faire en dehors, dans des systèmes plus contrôlés. Donc effectivement, il y a des gens qui essayent d'optimiser le plancton pour qu'il puisse capturer du carbone, mais le gros enjeu, c'est le passage à l'échelle, quoi. C'est une chose d'essayer d'optimiser ça dans le labo, dans une petite flasque qui fait l'équivalent d'une tasse de café, mais pour le faire à une échelle que ça ait vraiment un impact sur l'atmosphère telle qu'on est en train de la modifier aujourd'hui avec nos activités humaines, il y a encore un gros pas dans cette direction, quoi. Moi, de façon générale, je suis assez pour l'idée d'utiliser l'ingéniosité du vivant pour en faire des outils qui pourraient être utiles pour nous. Par contre, je suis beaucoup moins fan de cette idée de manipuler l'environnement naturel directement. Et d'ailleurs, je suis pas la seule, parce que sur ces expériences de fertilisation des océans, il y a eu des moratoires qui ont été prononcés pour interdire ça, parce qu'en fait, ça a eu des conséquences vachement plus néfastes que les bénéfices qu'on pensait en tirer à la base, quoi. Ouais. Et alors, tu nous disais que les planctons étaient très divers. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi par rapport aux autres êtres vivants qu'on peut trouver dans l'océan, par exemple? Ouais, pareil, si je demande aux gens qui nous écoutent de me décrire des organismes vivants dans l'océan, il y a de fortes chances pour qu'on entende parler de poissons, de baleines, de raimentas, de requins, parce que ça, c'est ce qu'on voit. Et puis c'est des espèces, c'est de la macrofaune assez emblématique, quoi. Mais en fait, il faut se rendre compte que ces organismes-là représentent une toute petite fraction de la diversité des organismes qui vivent dans l'océan, que ça soit en termes de diversité, donc vraiment de nombre d'espèces, mais aussi en termes de quelque part de biomasse, quoi, donc de quantité d'organismes vivants que ça représente. Donc en fait, on estime à peu près que dans l'océan ouvert, donc j'exclus le système côtier, dans l'océan ouvert, on a à peu près 70% de la diversité des organismes qui sont en fait des organismes microscopiques, donc qui sont extrêmement divers. Et je pense que même ça, c'est un peu une sous-estimation. Il y a aussi les microbiologistes s'écharpent un peu sur quelle est notre définition aussi de la diversité. Est-ce qu'on parle de diversité morphologique, donc des organismes qui ont l'air différents à l'œil sous le microscope? Est-ce qu'on parle de diversité génétique? On sait qu'il y a des organismes qui ont l'air quasiment identiques sous le microscope, mais qui en fait génétiquement sont assez éloignés pour qu'on parle de deux espèces différentes. Donc ça dépend aussi quel est le terme de la diversité, et c'est sûr que dès qu'on rentre au niveau des microbes, la diversité elle explose. Et si on rentre au niveau des virus, qui sont aussi un des composants, on dit que c'est le composant le plus abondant en termes de concentration dans l'océan. Là, la diversité des virus aussi, elle est énorme. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a mis autant de temps en fait à faire cette cartographie-là, c'est que déjà les outils sont arrivés assez tard. Les outils pour étudier cette diversité-là, en particulier le séquençage génétique, en fait, ça fait on va dire 20 ans qu'on est capable de faire ça de façon vraiment on va dire à l'échelle, quoi, de faire ça de façon systématique dans plein d'endroits différents, et c'est comme ça qu'on récupère de la nouvelle diversité. Et puis voilà, on n'avait pas les bons microscopes, on n'avait pas les bons outils sur le terrain aussi, parce que c'est super d'avoir ces outils-là dans le labo à terre, mais quand il s'agit d'aller étudier le milieu de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique, faut être capable d'embarquer ces instruments-là aussi, ou à l'inverse de préserver les échantillons de la bonne façon. Donc il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le radar, sous le radar, pardon. Et qui explique pourquoi on est constamment en train de découvrir des nouvelles espèces, en fait. Je pense qu'on a assez bien quadrillé les zones de surface, mais en fait, dès qu'on va en dessous de 80, 200, 250 mètres, dans les zones mésopélagiques ou même dans l'océan profond, à mon avis, on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, quoi. Que ça soit au niveau microbien, mais même au niveau macrofaune, quoi. Donc même les choses que vous pouvez voir à l'œil nu, quoi. Donc, tu es d'accord pour dire qu'en fait, finalement, dans l'océan, on a encore énormément d'espèces à découvrir et qui sont pour l'instant complètement inconnues, juste parce qu'on n'a pas les moyens d'y aller, en fait.
Ouais, parce qu'on n'a pas les moyens d'y aller, parce que c'est 70%, l'océan c'est 70% de la surface de la Terre, mais en termes de volume, alors je me souviens plus du chiffre, mais c'est colossal en fait, le volume que représente l'océan sur la planète Terre. Donc non, on est loin d'avoir tout cartographié. Alors des fois, on entend les gens dire on a mieux cartographié les corps célestes que la biodiversité marine. Je sais pas trop d'où vient cette citation, donc je la donne avec un grain de sel. Mais oui, on dit aussi qu'il y a plus de gens qui ont marché sur la Lune que sur la partie la plus profonde des océans, et ça, je crois que ça c'est vrai. Alors que bon, la Lune est à 390 000 km. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Je crois il me semble, je crois que c'est 12 personnes sur la Lune, peut-être même un peu plus, et du coup moins au fond des océans. Et ce qui conceptuellement est fou, en fait, de se dire que on a envoyé plus de gens à 400 000 km d'ici qu'au fond de nos océans, quoi, qui est sur notre belle planète Terre. Alors, les océans représenteraient 96% du volume biosphérique de la Terre. Bah, super, voilà. Donc, c'est énorme, 96%, quoi. Ouais. Et je crois que le fond de la fosse des Mariannes, et je dis peut-être une bêtise, mais il y avait que 2 personnes qui étaient allées, dont James Cameron. Donc, James Cameron, ouais, absolument. Oui, et puis les cartographies, même la bathymétrie du fond des océans est même très mauvaise partout. Une des cartes les plus précises, ça a été fait il y a quelques années quand ils ont recherché l'avion MH370 qui avait disparu là. Ça leur a permis, comme ils cherchaient l'avion dans un endroit qui avait pas été cartographié, maintenant il y a des cartes assez précises de cet endroit-là, grâce à ces recherches. Qu'en fait avant c'était juste assez, pas très très précis quoi. Et alors du coup, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi. T'as parlé de virus, t'as parlé d'animal, de végétal. Est-ce que tu peux développer du plancton? C'est un peu, ça regroupe finalement tous les domaines du vivant par rapport à ce que tu disais ou... Oui, ça regroupe plein d'organismes. Déjà, si on focalise ne serait-ce que sur les organismes microscopiques, donc je dirais en dessous de, 2 mm si j'étais sympa. Donc par exemple on va dire une petite larve de crustacés ou même ce qu'on appelle du zooplancton, ça peut faire à peu près 2 mm. L'entité génétique la plus petite, on va dire un virus, ça va faire 0,2 ou 200 nanomètres ou même un peu moins. Donc nanomètres, on est en train de parler de 10 puissance moins 9 mètres. Donc en fait, il faut comprendre que les échelles de grandeur à l'intérieur de ce monde microscopique sont énormes. Donc par exemple, nous, quand on essaye d'aller échantillonner du plancton et qu'on focalise ne serait-ce que sur le plancton microscopique, on est obligé d'échantillonner des organismes qui ont une diversité et un écart de taille énorme, et on dit, si on reconvertit les échelles de grandeur, en gros, c'est comparer une chenille au Mont Blanc. En fait, ça, c'est l'écart de taille qu'on doit gérer quand on fait un échantillonnage dans l'océan. C'est comme si tu allais sur une expédition terrestre et tu disais, bah ouais, moi, je vais échantillonner toute la biodiversité entre ce qui fait la taille d'une chenille et ce qui fait la taille du Mont Blanc. Et nous, ça, c'est ce qu'on doit gérer dans une goutte d'eau. C'est vraiment l'écart de grandeur qu'on gère dans une goutte d'eau. Donc vraiment une grande diversité de taille, et évidemment aussi une grande diversité d'organismes. On a des organismes qui sont multicellulaires, donc qui ont plusieurs cellules, comme par exemple ce qu'on appelle les copépodes, qui sont des prédateurs. Ça, c'est des organismes qui peuvent nager un tout petit peu dans le courant, pas énormément, mais ils peuvent nager un peu. C'est des organismes qui mangent d'autres micro-organismes planctoniques. Donc, c'est des organismes multicellulaires. C'est des organismes eucaryotes. Ça veut dire qu'ils ont leur matériel génétique qui est encapsulé dans un noyau. Et c'est des organismes qui sont hétérotrophes. Ça veut dire qu'ils ont grosso modo besoin de manger d'autres organismes planctoniques pour leur survie. Donc ça, c'est une partie du plancton qu'on appelle plutôt le zooplancton. Mais on a aussi des microalgues. Donc là, c'est plutôt des organismes en général unicellulaires. Donc une cellule, c'est assez petit, hein, ça va faire 200 microns. Donc un micron, c'est en gros 1 millimètre divisé 1000 fois. Et donc ces organismes-là, c'est des organismes unicellulaires. Ça peut aussi être des organismes eucaryotes, donc toujours pareil, leur matériel génétique encapsulé dans un noyau. Mais eux, on va plutôt parler d'organismes autotrophes. Ça veut dire que eux, en fait, un peu comme ils se nourrissent de lumière. En fait, ils utilisent des nutriments et du dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène et du sucre,
à travers une des plus belles inventions du vivant, qui est la photosynthèse. Donc ça, c'est aussi un autre type d'organisme qu'on va échantillonner, donc plutôt du plancton végétal quelque part et eucaryote. Ensuite, on rentre dans le domaine des bactéries. Là, les bactéries, c'est encore plus petit, ça fait à peu près 1 micron. Et là, on parle d'organismes qui ont leur matière génétique qui, en gros, flotte dans la cellule. En fait, il y a pas vraiment de noyau, c'est ce qui définit une bactérie. Et puis encore plus petit que ça, on a les virus. On a différents types de virus. On a les virus géants, mais qui sont quand même très très petits, mais on les appelle virus géants parce qu'ils ont du matériel génétique assez gros, beaucoup de gènes en fait, et donc ces virus géants infectent tout un tas d'organismes différents. Et encore plus petit que ça, on a les phages. Et les phages, c'est en gros des virus de bactéries. Donc on a plein de formes différentes. Pour les échantillonner, comme vous vous en doutez, c'est un peu galère. Mais on fait souvent ce qu'on appelle la fraction de taille, en fait. Comme on a ces écarts de taille tellement grands au sein du plancton, en fait, quand on ramène du plancton à bord d'un bateau, la première chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on filtre l'eau avec des filets qui ont des mailles différentes. Donc il faut imaginer des tamis en fait, et donc on tamise, on passe l'eau à travers un gros tamis, et ensuite l'eau qui sort du tamis, on la passe sur un autre tamis avec une maille plus petite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'en fait on sépare les différentes fractions de taille au sein du plancton. Donc ouais, une grosse diversité morphologique, une grosse diversité génétique, une grosse diversité en termes d'histoire évolutive aussi, et de plus en plus là on commence à rentrer dans une dimension qui moi me plaît beaucoup, c'est aussi ces notions de comportement en fait. Le comportement, c'est quelque chose qu'on a un peu étudié plutôt dans des organismes macroscopiques, et là de plus en plus on est capable de vraiment quantifier le comportement du plancton, qui est tout sauf aléatoire, et ça ouvre aussi des réflexions assez dingues en fait sur la nature et la diversité de ce plancton. Je crois que tu travailles beaucoup sur les interactions entre les différents types de plancton. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bah ouais, carrément. En fait, ces organismes, ils vivent pas du tout isolés les uns des autres. Au contraire, en fait, ils sont vraiment constamment en train d'interagir. Et quelque part, c'est un peu ce qui fait c'est ce réseau d'interaction en fait qui va permettre de soutenir beaucoup des fonctions de notre écosystème. Autant dans les on va dire 10-15 dernières années, on est devenu vraiment très fort pour cartographier le plancton. Donc on est capable d'aller dans l'océan, de récupérer des échantillons et de décrire un peu toute la diversité génétique, morphologique de cette communauté microbienne. Mais là, on est encore assez nul. C'est dans notre capacité à comprendre quelles sont les interactions entre ces organismes-là, et comment est-ce que ces interactions-là peuvent en fait permettre aux organismes de fonctionner ensemble en fait. Et parfois, ces interactions entre plusieurs cellules, elles vont prendre plein de formes différentes. Ça peut être des interactions physiques avec un plancton qui vit à l'intérieur d'un autre plancton ou qui est fixé à l'extérieur de ce plancton. Ça peut être des interactions qui ont lieu de façon permanente. Ça peut être des interactions qui ont lieu que dans certaines conditions. Ça peut être des interactions qui vont apporter un bénéfice aux deux organismes, ou alors ça peut être des interactions qui vont au contraire bénéficier qu'à un seul d'entre eux. Et donc moi, dans mon cas, on s'intéresse à la symbiose au sens large. Et donc la symbiose, c'est vraiment une association, on va dire, intime, durable entre deux organismes d'espèces différentes. Moi, j'y inclus même les virus au sens large. Et il y a vraiment de plus en plus cette idée que, au-delà du catalogue d'espèces en présence, c'est vraiment le réseau d'interaction entre ces espèces qui va permettre de supporter en fait à la fois le fonctionnement de nos écosystèmes, mais aussi quelque part la capacité de ces organismes à s'adapter aux changements environnementaux, et en particulier maintenant au changement climatique. Puisque tu parlais du changement climatique, en fait finalement il y a plein de choses qu'on connaît pas encore, y compris ces réseaux d'interaction. J'imagine que comme le reste, le plancton disparaît. Ça, j'imagine que c'est un problème quand même, parce que si ça disparaît et qu'on connaît pas toutes ces interactions, on les connaîtra jamais. Ouais, je pense que
le plancton s'adapte. Donc même si les conditions environnementales dans un espace spécifique vont changer, le plancton peut migrer. C'est ce qu'on appelle par exemple la tropicalisation des pôles. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les coccolithophores, qui sont un type de microalgues enrobés dans une coque en calcaire, et ces organismes-là, on les voit de plus en plus dans des zones à latitude de plus en plus haute. Donc on les voit aujourd'hui dans des zones plutôt polaires, où on les voyait jamais avant, tout simplement parce que les eaux se réchauffent aussi dans ces régions-là. Donc il a disparu, ou il va peut-être graduellement disparaître de là où il était avant, mais il va certainement peut-être réapparaître dans d'autres endroits où il y a tout à coup une niche qui s'ouvre pour eux. Mais à quel prix? Je pense aussi qu'il y a vraiment encore dans le plancton un énorme, mais vraiment énorme potentiel de découverte, et ça concerne une meilleure compréhension de l'évolution de nos cellules. Ça peut, si on devait penser de façon un peu plus anthropocentrée, il y a un énorme réservoir pour découvrir des molécules thérapeutiques, mais aussi pour comprendre comment notre écosystème fonctionne, que ça soit le cycle du carbone ou de l'oxygène. Et vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses encore à découvrir. Et je pense que c'est clairement d'autant plus urgent dans un contexte d'effondrement de la biodiversité. Et ça, pour le coup, autant on l'a bien documenté, par exemple au niveau terrestre, tu vois, on a des listes IUCN, Red List, des espèces en danger. Et ça, au niveau microbien, je veux dire, on sait pas quoi. On sait pas en fait, on sait pas ce qui disparaît, on sait pas ce qui évolue, on sait pas parce que on parle pas de compter 4 rhinocéros dans la savane, quoi. On parle de dizaines de milliers d'espèces par millilitre d'eau. Et ça, heureusement, il y a des initiatives aujourd'hui pour essayer de documenter ça, et c'est là où il faut beaucoup retourner, par exemple dans ce qu'on appelle les séries temporelles, quoi. Il y a des stations marines un peu, surtout beaucoup en Europe, un peu partout le long des côtes européennes, on a des stations marines qui font des relevés depuis vraiment des dizaines d'années, et ça nous permet quand même pas mal de suivre l'évolution. Donc il y a des espèces qui vont disparaître, il y a des espèces qui vont devenir invasives, il peut se passer tout un tas de choses, et on a à part une compréhension, on va dire peut-être de leur biogéographie, on est capable de prédire plus ou moins ce qui va se passer en termes de on va dire de déplacement d'espèces. L'exemple que je donnais sur les coccolithophores, à l'heure actuelle, on est capable de définir un peu les niches environnementales dans lesquelles ils aiment bien se développer, et donc on est capable de projeter comment ces niches-là vont bouger dans l'océan, et donc peut-être potentiellement où ces organismes-là seront présents dans le futur. Mais en vrai, on n'en sait rien, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme les interactions, comme les courants, et il y a beaucoup d'incertitudes en fait sur comment ces choses-là vont évoluer dans le futur. Et alors justement, toi, ta spécialité, c'est un peu les interactions, et tu nous as parlé de la symbiose, mais il me semble qu'il y en a d'autres interactions possibles aussi, la compétition, la prédation, etc. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un continuum? Est-ce que la symbiose, elle est toujours positive, y compris pour le plancton? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors la symbiose, c'est marrant, ça fait partie de ces mots valises, pas valises, mais moi c'est vrai que quand, il faut toujours le définir, parce que je pense que tu peux demander à 20 chercheurs différents leur définition de la symbiose, et comme la symbiose en fait c'est une définition qui évolue pas mal avec le temps. Donc moi la symbiose, je reviens à une définition historique de Anton Desbarry qui date de 1879, qui est vraiment cette association intime entre deux organismes de deux espèces différentes. Et pour moi je le vois vraiment comme un spectre. On sait que la symbiose, si ça devait être le chapeau principal, la symbiose c'est vraiment un spectre entre les interactions dites mutualistiques ou parasitiques. Donc les interactions mutualistiques, c'est-à-dire une symbiose qui va permettre à deux organismes, qui va bénéficier aux deux organismes qui sont engagés dans cette interaction.
mais ça va aussi jusqu'au parasitisme. Donc, quand une cellule va parasiter une autre cellule et en gros l'infecter pour récupérer tout son matériel génétique et se mettre à se proliférer elle-même. Donc, c'est un spectre le long des bénéfices. C'est aussi un spectre en termes de morphologie. Ça peut aller de l'endosymbiose, donc où on a un plancton qui vit vraiment intriqué à l'intérieur d'une autre cellule, à l'intérieur de sa structure cellulaire, jusqu'à l'ectosymbiose, où là c'est plutôt deux organismes qui sont physiquement attachés l'un à l'autre, mais par leur membrane extérieure. Donc c'est un spectre aussi le long de cette localisation. Et ça va aussi être un spectrum dans le temps, à savoir qu'on a des interactions qui sont dites obligatoires. Donc on est en permanence obligé d'avoir ces deux organismes-là ensemble pour que les deux survivent. Donc ça, si t'enlèves un des organismes, l'autre meurt. Tellement ils sont imbriqués l'un dans l'autre dans leur capacité à se développer. Ou alors t'as des interactions dites facultatives, qui sont celles qui commencent à me titiller intellectuellement le plus en plus. Les interactions facultatives, c'est des interactions qui n'ont pas lieu en permanence, qui ont lieu de temps en temps, en fonction de paramètres environnementaux, en fonction de la présence d'autres organismes. Donc c'est des événements transitoires, c'est des interactions symbiotiques qui ont lieu pas en permanence, mais de temps en temps, peut-être quand il y en a besoin pour permettre la survie des organismes. Et de plus en plus, ça c'est un truc que je trouve très intéressant pour penser en fait l'évolution et l'adaptation des organismes vivants. Donc pour moi c'est un spectre là-dessus. Et puis c'est aussi quelque chose que de plus en plus, je pense qu'il faut qu'on le voit de façon hyper dynamique, dans le sens où on sait qu'il y a des interactions qui peuvent commencer au niveau à être mutualistiques, et puis en fonction du temps, elles peuvent évoluer et elles peuvent devenir parasitiques. Et donc là, ça devient très compliqué parce que tout change dans le temps, mais c'est ça la vraie, je pense, la vraie nature de ces symbioses et de la biologie, c'est qu'elles sont aussi dynamiques, à savoir que voilà, deux organismes peuvent interagir au début et ça peut être bénéfique pour les deux organismes, mais au bout d'un moment, pour tout un tas de raisons différentes, cette interaction va évoluer et elle va devenir entre guillemets toxique. Pour moi, c'est aussi c'est dynamique évidemment dans le temps. Et ça va vraiment être des interactions qui peuvent impacter toutes les échelles biologiques. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le spectre de comment on analyse ces interactions. Une interaction symbiotique, une symbiose, ça peut impacter le métabolisme d'un organisme, ça peut impacter son développement, ça peut impacter son évolution, et on sait aujourd'hui que ça peut même aller jusqu'à impacter le cycle de l'azote dans l'océan. Donc il y a vraiment moi j'ai une définition très englobante, mais dans laquelle je ne mets pas la prédation par exemple. Mais ça se discute en fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, dans le cadre du labo, il faut quand même essayer de focaliser un peu. Donc ouais, j'aime bien penser à la symbiose de façon large, clairement. Il me semble que tu avais un exemple aussi dont tu voulais parler sur les symbioses des diatomées. Ouais, alors ça c'est du boulot qui date de ma thèse. Donc moi je travaille sur les diatomées, qui sont des microalgues, donc des organismes eucaryotes. Donc ils ont leur matière génétique encapsulée dans un noyau photosynthétique. Donc ils utilisent l'énergie de la lumière, le dioxyde de carbone et des sels nutritifs pour produire de l'oxygène et de la matière organique. Et les diatomées, moi je les trouve assez fascinantes parce que autant au début je disais l'océan est responsable de la moitié de l'oxygène qui est produit chaque année à travers la photosynthèse. En fait les diatomées sont responsables de 25%. Donc en gros la moitié de l'oxygène qui est produit dans l'océan à travers la photosynthèse provient des diatomées. Donc elles sont partout. On les trouve dans l'océan, on les trouve même dans les sols, on les trouve dans l'air, dans les zones polaires, dans les lacs. Elles sont hyper diversifiées, elles sont aussi hyper jolies. Je vous encourage à googler diatoms ou diatomées. Et en vrai, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur les diatomées. J'avais jamais entendu parler de ce mot-là, et puis j'avais envie de faire de la microbiomarine et je sais plus pourquoi je suis tombée sur diatomée et j'ai regardé sur Google, j'ai fait mais waouh, c'est super beau, et donc j'ai décidé que j'allais, et puis j'ai vu que c'était important pour l'écosystème et je me suis dit en fait ça a l'air d'être un bon sujet d'étude. Et donc en fait ces diatomées, elles sont extrêmement on va dire abondantes dans l'écosystème. Et moi, une des questions qui me taraude, c'est notamment à quel point les interactions ont joué un rôle dans ce succès écologique. À savoir qu'on a tendance à expliquer la surabondance des diatomées
plutôt d'un point de vue, on va dire, physiologique, donc peut-être leur capacité à absorber des nutriments très rapidement, etc. Et en fait, je pense qu'on a été un peu aveugle sur le rôle des interactions que ces diatomées peuvent avoir avec d'autres organismes pour promouvoir leur survie, en fait. Et bah du coup et donc pendant ma thèse j'ai travaillé sur une interaction symbiotique entre les diatomées et ce qu'on appelle des ciliés. En fait, les ciliés, c'est des organismes planctoniques et qui, comme leur nom l'indique, ils ont en fait des sortes de cils qui leur permettent de nager dans la colonne d'eau. Et en fait, on a découvert que ces ciliés, ils étaient capables de s'attacher aux diatomées. Et en fait, ça a créé une structure et un avantage pour les diatomées qui, en temps normal, peuvent pas se déplacer dans la colonne d'eau. Et là, tout à coup, elles se font arrimer, en fait, accrochées à un cilié qui leur permet de se déplacer dans la colonne d'eau. Et donc ça, évidemment, ça génère tout un tas d'hypothèses sur quelles sont les conséquences, en fait, d'une telle symbiose. On sait que c'est assez abondant. On le trouve un peu partout dans l'océan. On sait que y a une proportion assez forte des organismes qui vont être engagés dans cette interaction. Et en fait, aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer tout un tas de méthodes pour valider, en fait, ou en tout cas tester les hypothèses qu'on a sur ce que seraient les avantages d'une telle interaction. Mais en fait, il faut imaginer qu'une diatomée, c'est une cellule qui a besoin d'être plutôt proche de la surface parce qu'elle a besoin de lumière. Mais elles sont aussi soumises à la gravité et les cellules coulent. Et donc forcément, quand elles coulent et qu'elles sortent de la zone photique, donc dans la zone dans laquelle on a de la lumière, ça peut devenir très compliqué pour ces cellules de se diviser parce qu'elles ont plus accès à la lumière. Et tout à coup, en fait, elles sont attachées à un organisme qui est capable de faire de la migration verticale, donc d'aller du fond des océans jusqu'à la surface, ou même de maintenir ces cellules dans la surface. Et donc, une des hypothèses qu'on a, c'est que cette interaction, elle permet en fait aux diatomées de rester dans la partie de l'océan qui est éclairée par la lumière, et donc de leur permettre de faire de la photosynthèse. Donc ça, ce serait un des avantages pour les diatomées. Mais en même temps, une autre idée, c'est que, en fait, il faut imaginer que les diatomées, c'est des organismes qui produisent beaucoup de sucre, des polysaccharides. Donc en fait, les diatomées, elles sécrètent ces sucres à partir de la cellule. Et il faut imaginer que l'océan, c'est un peu un désert, en fait. Et le fait qu'on ait tout à coup ce sort de bonbons ambulants, ça attire énormément de bactéries. Et qui est-ce qui mange les bactéries? C'est les ciliés. Et donc, ce qu'on est en train d'observer, parce que maintenant on les étudie un peu dans le labo, c'est qu'en fait, ces ciliés, ils bénéficient de leur attachement avec les diatomées parce que ils peuvent se nourrir des bactéries qui sont attachées sur les diatomées. Donc, c'est un peu un bénéfice. En fait, les ciliés se baladent un peu avec leur sac de bonbons, quoi. Et en même temps, les diatomées ont cet avantage de pouvoir avoir accès à la lumière. Voilà, donc il y a plusieurs hypothèses. Je peux en développer plus si tu veux, Alexa, mais ouais, il y a plein d'hypothèses qui sont liées à ça qu'on essaye de tester avec cet enjeu majeur qui est que on n'arrive pas forcément à les mettre en culture dans le labo pendant super longtemps. Voilà. J'avais juste une petite remarque sur les diatomées que ce soit bien clair aussi pour moi. Je sais pas si tu l'as expliqué avant, mais c'est une petite cellule qui fait la photosynthèse, c'est ça, c'est tout. Ouais, c'est déjà beaucoup. Oui, donc c'est une petite cellule qui est enveloppée dans une coque en silice. Donc c'est vraiment c'est vraiment une coque en silice, et on a à peu près 20 000, on décompte à peu près 20 000 espèces différentes de diatomées dans l'océan et qui ont vraiment des formes totalement différentes. Il y en a qui ressemblent à des barres de Toblerone, il y en a qui ressemblent à des burgers, okay. Il y en a qui ressemblent à des étoiles. Qui fait de la photosynthèse, en effet. C'est un grand groupe, en fait. Ok. C'est un très très grand groupe et qui est super abondant aussi, et donc qui est responsable d'à peu près un quart, 25% de la production d'oxygène tous les ans sur Terre. Donc écologiquement assez important. Il me semble que Topo avait une question aussi, Cléora. Alors, si je me souviens bien, ça remonte à ma thèse, mais dans mes souvenirs, c'était diatom, et en fait, c'est coupé en deux. Si je me raconte pas de bêtises. Mais ça, je veux bien qu'on revérifie. Mais dans mes souvenirs, c'est coupé en deux, et en fait,
une des raisons pour lesquelles on les appelle coupées en deux, en fait, il faut imaginer que la diatomée, donc c'est une cellule, donc un sac. Et en fait, ce sac, il est contenu dans une structure qui est cette fameuse structure en silice. Donc, en gros, c'est du verre, quoi. Et cette structure, elle a un peu la forme d'une boîte à chaussures. Donc, il faut imaginer qu'en fait, on a une boîte à chaussures avec un couvercle supérieur et un couvercle inférieur. Et en fait, quand la diatomée se divise, elle se sépare en deux. Sauf que il faut imaginer que le couvercle de la chaussure, le couvercle de la boîte à chaussures, pardon, il reste toujours de la même taille. Et à chaque fois, la cellule qui se divise est obligée de synthétiser une nouvelle sous-partie. En fait, à chaque fois, elle est obligée de synthétiser une nouvelle partie de cette boîte à chaussures. Là, c'est un peu difficile à le montrer en podcast, mais en fait, une des conséquences de ce système de division-là, c'est que au bout d'un moment, les cellules deviennent de plus en plus petites. En fait, il faut imaginer qu'il y a toujours une partie de la boîte à chaussures qui devient de plus en plus petite. Et donc, la distribution de la taille dans cette population de diatomées, elle va changer au cours du temps. Et une des conséquences, c'est que quand les cellules deviennent trop petites, c'est à ce moment-là qu'elles enclenchent ce qu'on appelle la reproduction sexuée. Et en fait, grâce à la reproduction sexuée, elles sont capables de retrouver leur taille initiale. Donc c'est assez bizarre comme mode de fonctionnement, mais il y a vraiment cette idée que au cours de la division, on va dire végétative, donc la division un peu normale entre guillemets, les cellules se divisent, sauf que toute la population devient de plus en plus petite, pour avoir jusqu'à, je crois, 5 à 10% de la taille initiale de la cellule la plus grande. Et une fois qu'elles arrivent à ce truc-là si petit, elles disent non mais là on peut pas se diviser plus petit que ça. Et donc elles enclenchent la reproduction sexuée, donc à savoir qu'on a la production de spermatozoïdes, enfin de gamètes mâles et de gamètes femelles. Et donc au cours de la fertilisation, on a une nouvelle cellule qui émerge, qui est en fait une cellule énorme, et on recommence ce cycle-là où les cellules deviennent de plus en plus petites, elles font de la reproduction sexuée et après elles reviennent à leur taille initiale. Donc le diatome, dans mes souvenirs, vient de cette idée de couper en deux, qui vient en fait des deux parties de cette boîte à chaussures. Et alors, il me semble que tu m'avais parlé aussi d'une découverte assez incroyable du nitroplaste qui a été faite récemment, si on revient sur les choses un peu incroyables au niveau planctonique. Donc, ce serait un nouvel organite. Est-ce que tu peux nous détailler un peu en quoi cette découverte est incroyable et ce que ça veut dire, en fait, d'avoir un nitroplaste? En fait, donc la découverte qui a été faite et qui date de vraiment il y a un mois, je crois, c'est que dans l'océan, on a en gros découvert ce qu'on appelle un nouvel organelle. Donc un organelle, c'est un compartiment dans les cellules. En particulier, on a beaucoup étudié ça dans le cadre des cellules dites eucaryotes. C'est un compartiment qui a une fonction spécifique. Donc, par exemple, chez nous, dans les humains, dans les cellules eucaryotes, on a notre cellule, elle est organisée. C'est pas le foutoir. Donc, on a par exemple le noyau, qui est un organelle très connu, qui est celui qui encapsule l'information génétique. Notre patrimoine génétique est encapsulé dans ce noyau. Chez les plantes, qui sont aussi des organismes eucaryotes, on a le chloroplaste. Le chloroplaste, c'est l'usine de la photosynthèse. Chez les humains, on a aussi la mitochondrie, qui est un peu l'usine énergétique des cellules humaines. Et quand tu vas à la fac de bio et que tu étudies la cellule, vraiment le cours de base de biologie, on t'apprend qu'il y a différents organelles et voilà, t'apprends la mitochondrie, le chloroplaste chez les plantes, le noyau. Donc c'est quand même un truc assez structurant dans la façon avec laquelle on pense la cellule, qui est vraiment l'unité de base du vivant chez les eucaryotes. Et on pensait que voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait. Et là, en fait, on se rend compte en étudiant une symbiose dont tout le monde s'en foutait, car globalement faut être très honnête, hein, l'intérêt qui a été porté à la microbiologie marine et puis aux interactions entre les organismes marins, c'est quand même très très limité, mais aussi parce qu'on est un peu limité par les outils qu'on peut avoir. Et là, tu as ce chercheur qui s'appelle Jonathan Zer, qui travaille sur une bactérie qui vit dans une microalgue. Il travaille là-dessus depuis des années. Il a publié des papiers dans des petits journaux, mais en fait bon, tout le monde trouvait ça intéressant, mais un peu anecdotique, quoi.
Et là, tout à coup, ils ont quand même réussi un sacré défi qui a été de récupérer ces algues-là dans l'environnement naturel et de les mettre en culture dans le labo. Et donc, ils ont pu les étudier beaucoup plus précisément. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, cette bactérie qui vit dans l'algue, c'est un peu plus qu'une simple bactérie. En fait, c'est ce qu'on appelle un organelle. Donc, c'est un nouveau compartiment dans la cellule eucaryote. Et en particulier, c'est un organelle qui est capable de fixer de l'azote. Et ça, en fait, c'est un enjeu majeur pour beaucoup d'organismes vivants dans l'océan qui sont pas capables de fixer l'azote. Les cellules ont besoin d'azote pour fonctionner, en particulier pour, par exemple, faire des acides aminés, et elles sont pas capables, par exemple, les algues classiques sont pas forcément capables de récupérer cet azote-là comme ça dans l'océan, et elles sont obligées de passer par une bactérie qui est capable de fixer cet azote et ensuite de le transformer et de le transférer à l'algue dans une forme que l'algue peut utiliser. Et en fait, là, ce dont ils se sont rendus compte, que c'est pas juste une bactérie qui squatte une algue. En fait, c'est complètement un nouvel organelle qui est complètement intégré à la division de la cellule, et ils ont appelé cet organelle le nitroplaste. Donc ça arrive pas tous les jours de donner un nom à un nouvel organelle dans la cellule eucaryote. Et en fait, c'est un enjeu assez dingue pour un peu comprendre l'évolution de nos cellules. Et pour moi, c'était surtout vraiment une démonstration flagrante du fait que, en fait, on a encore énormément de choses à découvrir dans l'océan qui vont au-delà de simplement cartographier la diversité des interactions, parce qu'en fait, en faisant ça, au passage, on est en train de réécrire, vraiment de réécrire des bouquins de cours de base de biologie. Et là, dans ce cadre-là, sur c'est quoi les organelles dans une cellule eucaryote. Avant on avait le noyau, on avait le chloroplaste, la mitochondrie, et maintenant on a le nitroplaste qui est capable de fixer de l'azote sous forme dissoute et de le transférer à l'algue pour qu'elle puisse accomplir son métabolisme, quoi. Donc c'est assez fou, et on est en 2024 et je trouve ça incroyable. Ah non, mais c'est incroyable. Genre, pour replacer effectivement et juste compléter ce que t'as dit, c'est vraiment, c'est même presque trouver un nouveau domaine du vivant en fait, puisque ça n'existait pas avant, et que finalement une bonne partie de la classification qu'on connaît actuellement dans le vivant, c'est basé aussi sur quel type d'organelle on a. Et donc finalement, on dit souvent que la mitochondrie, c'est un peu l'unité de production de l'énergie de la cellule. Bon, le nitroplaste, c'est en trouver une nouvelle en fait. Donc c'est juste pour replacer encore une fois à quel point cette découverte est vraiment incroyable. C'est que, comme tu dis, je pense qu'on n'en retrouvera pas forcément beaucoup d'autres des organelles comme ça. C'est une découverte qui est vraiment très rare quand même. Ouais, non, mais et puis le pire, c'est que c'était pas la seule, quoi. C'est pas, en fait, c'était une découverte incroyable, mais 2 semaines plus tard, il y a un autre groupe allemand du Max Planck qui a republié qui a publié une autre découverte et du même ordre de grandeur en termes de wow effect. Et là, moi, j'étais particulièrement surex parce que en fait, c'est une symbiose entre une bactérie et une diatomée qu'ils ont découverte dans l'Atlantique Nord. Et en fait, ça vient d'une énigme qui a commencé dans ce labo-là, où ils essayaient un peu de modéliser le cycle de l'azote dans l'Atlantique Nord. Et ils avaient beau essayer de regarder, c'est quoi les différentes bactéries qui peuvent fixer l'azote, et puis de comparer ça à des mesures. Ils n'arrivaient pas à expliquer. Ils n'arrivaient pas à expliquer leur mesure d'azote dans cette partie-là. Et ils regardaient beaucoup les bactéries et ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Et donc au bout d'un moment, alors j'ai plus les détails exactement de comment la découverte s'est faite, mais ils ont dit mais peut-être que ça se passe pas dans les bactéries qui sont juste en train de flotter dans l'eau. Peut-être que ça se passe dans des bactéries qui sont en fait en train de vivre en endosymbiose dans d'autres organismes. Et ils ont eu l'idée de regarder en fait dans les fractions de taille plus élevées, et de se dire c'est peut-être pas des bactéries qui flottent dans l'eau qui font ça, mais c'est peut-être des bactéries qui sont attachées à d'autres organismes. Et en fait c'est comme ça qu'ils ont découvert des bactéries de la classe des rhizobia, donc en fait comme les bactéries qu'on a dans les légumineuses dans le milieu terrestre, et qu'en fait ces rhizobia vivent à l'intérieur. Dans le sol, ouais, dans le sol. J'ai dit quoi? Oui, j'ai dit le sol, ouais. Et donc c'est
bactéries fixatrices d'azote de la même famille qui en fait vivent à l'intérieur de diatomées. Et tout à coup, ils ont estimé, grâce à des méthodes assez folles, mais ils ont estimé que ces bactéries qui vivent à l'intérieur de diatomées seraient responsables d'environ 20% de la fixation d'azote dans l'Atlantique Nord. Et cette symbiose-là, la diatomée, elle fait 50 microns. Voilà. Donc avec un truc qui fait 50 microns, alors évidemment il y en a beaucoup, voilà, mais l'ordre de grandeur, tu vois, c'est en regardant des organismes qui font 50 microns, on arrive à estimer et à expliquer à peu près 20% de la fixation d'azote dans l'Atlantique Nord à l'échelle de l'écosystème. Et donc, moi, vraiment, un des trucs que je défends depuis super longtemps, c'est cette idée que, voilà, les interactions, et en particulier la symbiose, ça va avoir un rôle majeur sur les cycles biogéochimiques. Et moi, j'étais très contente qu'ils publient ce papier parce que ça confirme, ça confirme des choses pour lesquelles on accumule de l'évidence au cours du temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre des virus pendant mon postdoc. Mais là, c'était vraiment magnifique de le voir démontrer, avec le cycle de l'azote, avec des diatomées. Enfin, c'est des papiers qui m'ont vraiment donné des frissons, quoi. Et puis ça arrive pas souvent de frissonner en lisant un article scientifique, quoi. Mais là, clairement, j'ai des frissons même d'en parler. Ça, c'est sûr. mais non, j'ai vraiment hyper excitant, quoi. Non, mais en même temps, c'est fou, c'est des découvertes qui changent vraiment notre façon de voir le vivant aussi. Vu qu'on passe notre temps en plus à essayer de le chercher ailleurs que sur Terre, ce serait pas mal aussi de commencer à explorer tout ce qu'on a déjà, puisque on est loin de tout connaître, et tu nous le démontres avec ce que tu nous dis. Avant de passer à ce que tu fais dans ton labo, justement, qui est un peu aussi la suite de ce que tu nous as raconté, il y a une question de Topo, il me semble. Cléora, est-ce que tu veux la lire ? Ouais. Alors Topo qui nous pose la question, est-ce qu'avec l'ADN environnemental, ça permettrait de détecter d'autres organelles de type nitroplaste ? Alors, l'ADN environnemental, c'est un terme qui est assez large. J'imagine que là, ce dont on parle, c'est en gros le séquençage du matériel génétique dans la flotte. Alors, oui, ça peut donner des indices, mais le problème, c'est que la façon avec laquelle jusque maintenant on a fait ces analyses d'ADN environnemental, c'était en prenant des masses d'eau, en les filtrant sur des filtres, donc sur des tamis, et après on fait de l'extraction d'ADN. Donc ça veut dire qu'on dégomme toutes les cellules pour en faire une sorte de bouillie. C'est vraiment du bouilli de matériel génétique, et on envoie tout au séquenceur. Donc en fait, dans ce processus-là, on perd totalement l'information de ce qui était dans une cellule. Vu que là on mélange 40 000 types de cellules différentes, on les met toutes en même temps dans un tube, on les explose pour faire sortir leur matériel génétique, et ensuite on va le séquencer. Et donc on perd totalement la notion de quelle était la bactérie qui vivait à l'intérieur d'une autre cellule. Donc on a le signal génétique, mais en fait, on n'est pas du tout capable de reconstituer ce qui provenait de quelle cellule. Donc ça, c'est une des choses qu'on essaie en fait de développer dans le labo, ce qu'on appelle des approches sur cellules uniques. Donc au lieu de dire on va tout réduire en bouillie, on va essayer d'isoler les cellules qui nous intéressent d'un mélange très compliqué pour cibler en fait l'organisme qui nous intéresse. Donc ça, c'est déjà la première limitation avec l'ADN environnemental, c'est qu'en fait on prend toute la complexité, on la réduit juste dans une bouillasse, et ensuite on séquence tout. La deuxième limitation avec l'ADN environnemental, c'est que on a du mal à suivre le développement d'une cellule dans le temps. Et je pense que un des enjeux, on a un peu breakthrough de cette histoire de nitroplaste, c'est qu'en fait ils ont été capables de suivre la division du nitroplaste dans la culture. Et c'est comme ça qu'ils ont surtout réussi à démontrer que c'était un organelle, parce qu'en fait, la division du nitroplaste était synchronisée avec la division des autres organelles. Et ça, c'est que un truc que tu peux faire si tu as ces organismes-là dans le labo, ou au moins que tu peux les suivre dans le temps. Et le problème avec l'ADN environnemental, c'est que une fois que tu as détruit tes organismes, ça va être très difficile de les suivre dans le temps. Donc l'ADN environnemental, ça va être un super moyen de revenir en arrière pour voir où est-ce qu'on trouve ce nitroplaste, etc. Mais je pense que pour la découverte, pour vraiment avoir la preuve scientifique, il faut étudier les choses à l'échelle de la cellule unique, et il faut les étudier dans le temps.
Ouais, non, et c'est drôle parce que sur une autre échelle, nous, avec les chauves-souris, on voit un peu la même chose. L'ADN environnemental, il nous permet de dire où est-ce qu'on trouve telle espèce, mais quand on les connaît déjà, en fait. C'est-à-dire que ça nous empêche pas du tout, enfin, ça ne réduit pas du tout le travail en amont. Et ensuite, le travail détaillé qu'on doit faire sur chaque espèce. Parce que, en fait, l'ADN environnemental, il nous dit qui est là ou qui n'est pas là, mais pas tellement plus, finalement. On avait une question de Fidmouche. Est-ce que les amibes, c'est de la famille des planctons? Alors les amibes, oui, tu peux les considérer comme étant de la famille des planctons, bien que les amibes, elles vivent plutôt accrochées à des substrats. Souvent, c'est des organismes qui ont besoin de surface en fait. Donc on va beaucoup trouver les amibes dans des sédiments, donc sur des surfaces. Donc en fait, elles sont pas trop planctoniques. Dans le sens où c'est rare de trouver une amibe en plein milieu de l'océan, même s'il faut jamais dire jamais. Donc j'aurais plutôt tendance à exclure les amibes parce que tu les trouves quasiment que sur des surfaces. Par contre, c'est des organismes unicellulaires, eucaryotes, donc ce qu'on appelle des protistes. Et je serais pas étonnée, mais ça, il faudrait que je revérifie, mais je serais pas étonnée qu'à un stade particulier de leur vie, de leur cycle de vie, les amibes doivent se déplacer dans la colonne d'eau et en quel cas elles deviendraient planctoniques. Mais oui, les amibes, ça fait partie de cette famille un peu bizarre qu'on appelle les protistes, qui sont des organismes eucaryotes unicellulaires et qui des fois vivent sur des surfaces et puis après ils décident de se mettre à se déplacer dans la colonne d'eau. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'au sens strict pas trop, mais ça fait partie de cette famille d'organismes bizarres dont on sait pas grand-chose, qui sont les protistes. Et où les limites sont parfois un peu floues de savoir un peu qui est quoi. J'aime bien manier des limites floues, je pense que vous avez remarqué. Ouais, mais le vivant, c'est souvent un peu comme ça. Et alors, j'aimerais qu'on revienne vraiment ce que tu fais concrètement dans ton labo, parce que tu nous as beaucoup parlé des diatomées, tu nous as dit que tu travaillais sur les diatomées et sur les interactions entre elles. Concrètement, quels sont tes sujets d'études et aussi très concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton labo d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue microscopie, d'un point de vue génétique? Tu nous as un peu parlé de tout ça sans rentrer dans les détails. Ouais. Et je pense que là, maintenant, on est au stade de l'épisode où tu peux nous en parler un peu plus. Donc du coup, moi j'ai monté mon labo il y a à peu près un peu plus de 18 mois à l'EMBL et l'objectif c'est vraiment de comprendre la diversité et l'impact des symbioses sur le succès écologique des diatomées. Donc vraiment cette idée on a beaucoup étudié les diatomées comme en termes de diversité et de distribution. On ne sait quasiment rien sur la diversité des interactions symbiotiques qu'elles établissent dans l'environnement et on ne sait pas comment ces interactions-là impactent leur capacité de survie dans un environnement qui change. Donc dans le labo, très concrètement, on utilise différents outils, que ça soit de la microscopie, de la génétique. On va utiliser, on va étudier ces interactions à différentes échelles, que ça soit vraiment une cellule unique en dessous du microscope qu'on va manipuler, mais aussi quasiment des cellules dans leur environnement naturel. Donc vraiment, nous, on oscille constamment entre des études dans le labo, notamment avec des cultures de diatomées qu'on récupère de l'environnement naturel. Donc on va les emmener dans le labo, on va les faire pousser pour pouvoir faire des expériences dessus, mais en même temps on essaye de développer des outils qui nous permettent d'étudier les symbioses de diatomées dans l'océan qu'on ne peut pas mettre en culture, parce que des fois c'est la vie, on essaye de les ramener dans le labo et en fait on se rend compte que quand on les sort de leur environnement naturel, ces algues-là et en particulier certaines de leurs interactions ne poussent pas dans le labo. Donc nous on essaye vraiment d'avancer sur les deux fronts. D'une part, d'établir des nouveaux, ce qu'on appelle des systèmes modèles, donc des choses qu'on peut mettre dans le labo, qu'on peut étudier, on va dire, de façon classique, mais en même temps de développer des technologies qui nous permettent d'aller observer ces interactions-là directement dans leur environnement naturel, justement pour en savoir un peu plus que simplement les prendre en photo et faire de l'analyse génétique. Donc, par exemple,
un des projets qu'on développe, une des techniques qu'on essaie de développer pour mieux comprendre ces interactions dans leur environnement naturel, c'est un projet qui vise à cartographier et à faire une sorte d'inventaire de toute la diversité des interactions symbiotiques à partir d'échantillons qui ont été récoltés par des expéditions Tara. Donc Tara, c'est une goélette qui fait des expéditions scientifiques dans le monde entier, qui a récupéré tout un tas d'échantillons qui n'ont pas vraiment été exploités parce qu'on savait pas trop comment le faire. Et donc nous, en fait, ce qu'on développe, c'est une approche qui permet de prendre un échantillon de plancton, de le mettre en dessous d'un microscope. Ensuite, on utilise de l'intelligence artificielle qui nous permet de reconnaître automatiquement des diatomées auxquelles on s'intéresse. Nous, on s'intéresse en particulier à un type de diatomée qui s'appelle Chaetoceros. Ça, c'est le nom du genre. Et on veut cartographier en fait l'ensemble des interactions que Chaetoceros établit avec tous les organismes du plancton, que ça soit avec des bactéries, avec des virus, avec d'autres petits ciliés, avec des parasites. On sait que Chaetoceros a ce genre d'interaction dans l'environnement naturel, mais on n'a aucune idée de leur fréquence ni de leur diversité. Donc en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître Chaetoceros. On fait ça assez bien aujourd'hui avec des approches de machine learning. Et ensuite, ce qu'on a développé dans le labo, c'est une méthode qui permet en fait d'exciter la surface de la diatomée et de tout à coup lui faire changer de couleur. C'est ce qu'on appelle de la photoactivation. C'est assez fascinant. Moi, c'est un truc que je connaissais pas en fait en arrivant dans l'institut où je suis, mais qui en fait répondait à un besoin très concret que j'avais. Et en fait, cette photoactivation, c'est basé sur un colorant. C'est un colorant qui émet pas de lumière en temps normal, donc c'est un colorant qui est incolore. Mais dès que tu l'excites avec un laser qui a une longueur d'onde spécifique, dans notre cas 405 nanomètres, en fait ce colorant il va changer de configuration et au lieu d'être transparent, il devient vert. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît nos diatomées d'intérêt, on les excite avec ce laser qui les transforme tout à coup en diatomées vertes. Donc elles sont vraiment vertes. Et tout à coup, on est capable de reconnaître ces diatomées-là dans un microscope suivant qui s'appelle un trieur et qui nous permet en fait d'isoler automatiquement ces diatomées qui sont vertes. On peut les isoler pour les mettre dans des tubes individuels et en fait dans ces tubes individuels on peut ensuite faire de la microscopie à haute résolution, on peut ensuite faire du séquençage génétique et en fait ça vient d'un besoin très concret qui est que il y a 10 ans quand j'ai fait ma thèse, moi j'ai dû tout faire à la main. Donc, c'est-à-dire que j'étais assise derrière mon microscope avec mon échantillon de plancton et avec une pipette à la main, j'isolais les organismes un par un, donc avec toutes les erreurs humaines que ça comporte, et puis évidemment du travail à très bas débit. Et en fait, un de mes objectifs depuis quasiment la fin de ma thèse, donc presque 8 ans, c'était de me dire le jour où j'aurai mon labo, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de développer une approche qui nous permette d'isoler ces interactions-là, celles qui nous intéressent dans un mélange de plancton qui est tellement complexe. Il faut qu'on soit capable d'isoler le truc qui nous intéresse pour faire des études plus poussées là-dessus. Et donc, c'est exactement un des projets qu'on développe maintenant. Donc, vraiment essayer de combiner de la reconnaissance d'images, la reconnaissance de plancton d'intérêt. Si tu regardes plancton sur Google, en fait, c'est hyper divers. Donc, c'est pas aussi simple que ça de développer les approches de reconnaissance d'images qui permettent de faire ça. Mais du coup, on reconnaît notre diatomée d'intérêt, on la transforme, on lui donne une couleur verte, un peu artificiellement, et ensuite on est capable d'isoler mécaniquement et de façon quasi automatique cette cellule dans un nouveau tube pour ensuite en faire une analyse génétique un peu plus poussée. Et du coup, ça répond un peu à la question de Topo avant. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est quelque part de décomplexifier ce gros amalgame de données génétiques qu'on a avec l'ADN environnemental pour en fait distinguer la diatomée avec les bactéries à l'intérieur, les virus à l'intérieur, les ciliés qui sont attachés. Et en fait, vraiment, il faut imaginer, enfin en tout cas moi, ce que j'imagine, c'est qu'à chaque fois qu'on isole une cellule de diatomée, en fait, on isole un mini écosystème. Il y a des gens qui vont parler de holobionte, moi c'est un terme que j'utilise pas trop, mais en fait quand on transforme la cellule et qu'on lui donne la couleur verte, c'est une sorte de peinture en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on va l'isoler physiquement, quand on va la prélever et la mettre dans un nouveau tube, on prélève pas juste la diatomée, on va aussi
prélever le virus qui est à l'intérieur. On va prélever les bactéries qui sont accrochées à la diatomée, ou le cilié qui est accroché, ou le parasite qui est à l'intérieur. Et donc, en fait, on isole cette unité qui est pas en fait juste une cellule, mais qui est une sorte de mini écosystème à lui tout seul. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de faire un peu cet inventaire d'interaction qui va au-delà de l'inventaire simple d'espèces, parce que on va le faire, on va recouvrir en fait des espaces géographiques très grands. Donc c'est pour ça qu'on parle d'interactomes à échelle planétaire, parce que on le fait pas sur des échantillons qui proviennent juste d'un endroit dans la mer Méditerranée. On va utiliser des échantillons qui ont été récoltés par toutes les expéditions Tara, qui recouvrent en fait du pôle Nord jusqu'à l'Antarctique, les eaux de surface, les eaux mésopélagiques, les eaux profondes, des systèmes tropicaux, le Pacifique, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud. Donc on va avoir vraiment une très grande couverture géographique. Et l'idée derrière, c'est vraiment d'essayer de comprendre, mais aussi d'établir un peu les bornes de ce que ces interactions représentent dans le milieu marin, et en particulier chez les diatomées. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé dans ce projet-là, le premier truc que j'ai fait, enfin c'est un jeu que j'aime bien faire, c'est que je suis allée voir pas mal de spécialistes des diatomées, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur les diatomées depuis assez longtemps, et je leur ai demandé, bon, à votre avis, si on prend 1000 diatomées dans une goutte d'eau, ok, on prend 1000 diatomées différentes, il y en a combien qui vivent vraiment isolés, genre zéro bactérie, rien du tout, mais genre isolé, juste la diatomée, parce que c'est comme ça qu'on pense les diatomées, on les pense comme des organismes unicellulaires eucaryotes, et c'est incroyable parce que sur 20 experts différents, je vais avoir 20 réponses différentes qui vont de 0 à 1000. Donc j'ai des gens qui me disent non mais il y a aucune diatomée qui vit isolée, elles ont toutes des bactéries attachées, et puis il y en a d'autres qui me disent non mais les diatomées, moi je les regarde au microscope, il y a jamais de bactéries, je pense que la majorité des diatomées elles vivent isolées, et ton projet ça sert à rien quoi. Et un jour on m'a dit quand tu poses une question ou que tu formules une hypothèse et que t'as la moitié des gens qui disent c'est super et t'as l'autre moitié des gens qui disent c'est vraiment casse-gueule, c'est que c'est un bon projet. Donc je me suis dit en fait on n'a pas ces chiffres-là, on a très peu de recul sur ce que ça représente dans l'environnement, et donc ça c'est un des projets, un des premiers projets qu'on a vraiment mis en place dans le labo, et c'est un truc que je pense pas pu faire ailleurs parce que en termes technologiques c'est quand même assez complexe. Il faut des gens calés en intelligence artificielle et en reconnaissance d'images. Il faut des gens calés dans la biologie. Bon, ça c'est plutôt nous. Il faut des gens calés en microscopie. Il faut des gens calés en tri. Il faut des gens calés en séquençage sur cellules uniques, ce qui est pas évident. Et donc c'est là où j'ai vraiment du bol, parce que autour de moi, en fait, c'est pas juste mon labo et mon étudiant en thèse qui font ça. On est vraiment entouré d'experts un peu sur chaque thématique, et toute cette expertise technique, on la met au profit de ce projet-là, qui est vraiment de développer une approche qui permette de faire du séquençage de cellules uniques, justement pour découvrir des interactions. Et en fait, à long terme, moi, la façon avec laquelle je pense à ce projet, c'est qu'en fait, moi, mon idée, c'est que là, on le développe sur Chaetoceros, mais après, on peut le développer pour toutes les diatomées, ou on peut le développer pour d'autres organismes. Et en fait, la méthode qu'on est en train de développer, on la développe de telle sorte qu'elle soit généralisable le plus possible. Donc nous, aujourd'hui, on focalise là-dessus parce que on peut pas tout faire tout de suite. Mais mon rêve, c'est que voilà, une fois que cette méthode, elle sera up and running, comme on dit, elle sera là, elle fonctionne. Les gens peuvent venir et dire voilà, moi maintenant, je veux vraiment comprendre le réseau d'interaction de cette espèce-là. Et puis du coup, on calibre l'intelligence artificielle pour qu'elle reconnaisse ces espèces-là, et on fait l'interactome et on décrit la diversité des interactions de cette espèce-là. Donc ça, c'est un des projets, par exemple, au point de vue très technique, qu'on essaye de développer. Mais évidemment que l'idée biologique derrière, c'est de comprendre quel type d'interaction est-ce que les diatomées elles interagissent plus avec des bactéries ou avec d'autres eucaryotes, ça on sait pas. Déjà, est-ce que les interactions elles sont plus endosymbiotiques ou extosymbiotiques, ça on sait pas. Est-ce qu'il y a certaines conditions environnementales dans lesquelles des interactions ont lieu systématiquement, ça on sait pas. Donc en fait moi c'est vraiment cet état d'esprit de fixer les bornes en fait de ce qu'on sait de ces interactions. Ça peut être considéré comme descriptif. Moi je pense qu'on va
ça va permettre un peu de cadrer en fait la façon avec laquelle on prend ces interactions. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce projet depuis longtemps, parce qu'en gros, moi, en 1 an et demi de thèse, j'ai travaillé sur une interaction et je pense qu'il est temps de passer à l'échelle. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille et qui est couplé à plein d'autres projets. Et en parallèle, on fait aussi des manips dans le labo. Parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses qu'on doit comprendre en étudiant des systèmes dans le laboratoire. Et là, typiquement, les projets qu'on fait, ça va être des projets qui essayent d'explorer l'interaction entre la capacité des diatomées à s'adapter à un environnement qui change en présence ou absence de leur symbionte. Et donc là, le système qu'on a développé dans le labo, c'est des diatomées qu'on arrive à faire pousser avec ou sans leurs bactéries. Donc là, c'est pas des bactéries qui vivent à l'intérieur des diatomées, c'est plutôt des bactéries qui vivent à l'extérieur, donc dans leur ce qu'on appelle leur microbiome. Et là, une des hypothèses qu'on formule, c'est que les bactéries qui vivent autour des diatomées leur permettent de façon transitoire de résister à des stress environnementaux. Ça peut être des stress environnementaux comme la température ou le pH. Et nous, un des stress environnementaux sur lesquels on commence à travailler, c'est la pollution chimique. Et avec cette idée que, en fait, les bactéries qui sont exposées à ces polluants chimiques peuvent augmenter ou diminuer la toxicité de ces polluants auprès des diatomées. Et donc, c'est un peu cette interaction-là qu'on essaie d'explorer. Et là, c'est très différent comme approche. On est dans une approche plutôt expérimentale avec la manipulation de notre objet biologique. Donc, typiquement, on va avoir 2 cultures différentes, une bactérie, les diatomées toutes seules, les diatomées avec leurs bactéries, on va les exposer à ce qu'on appelle des banques de polluants, donc on fait ça à très grande échelle, et après on est capable en fait aujourd'hui de distinguer des cas de figure dans lesquels la présence ou l'absence des bactéries va vraiment influer la capacité des diatomées à s'adapter à ce changement-là. Donc bon, tout ça, c'est encore des projets assez préliminaires. On n'a pas de papier sorti encore. Tout ça, c'est vraiment des choses c'est des hypothèses qu'on teste. Je pense que dans 1 an, on en saura plus. On a quand même des bonnes indications que nos hypothèses sont les bonnes. Mais voilà, c'est le temps de la recherche. Mais ça fait partie des projets qu'on a démarré dans le labo. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Du coup, si je résume tout ce que t'as dit, et moi, ce que je trouve, c'est une des questions que j'avais, c'était justement, mais t'as répondu sur à quel point c'est applicable. Donc, tu mets en place des outils dans l'environnement du labo où tu es pour vraiment caractériser ces réseaux d'interaction. Outils que tu veux utiliser, que tu utilises sur les diatomées, mais qui sont finalement applicables à plein d'autres organismes potentiellement. Donc, finalement, tu vas fournir à la communauté aussi un outil qui permettra éventuellement à d'autres chercheurs d'étudier les réseaux d'interaction pour leur organisme d'intérêt à eux. Et en parallèle, tu utilises ces réseaux d'interaction que tu obtiens pour ensuite tester expérimentalement dans ton labo à quel point ces réseaux d'interaction peuvent changer lorsqu'on a une exposition à différents environnements, à des polluants, etc., etc. Ouais, complètement. Et aussi, je pense que sur cet aspect de faire l'inventaire, on est aujourd'hui en tout cas on va dire en microbiologie marine dans une étape assez intéressante où on dépasse un peu l'aspect allez, on va dans l'environnement naturel et on fait des inventaires d'espèces pour essayer d'établir des nouveaux systèmes dans le labo, parce qu'on se rend compte, comme avec le nitroplaste, comme avec maintenant ce projet avec les polluants, qu'au bout d'un moment, si on veut comprendre comment les choses fonctionnent en détail, on doit les emmener dans le labo. Et la question de qu'est-ce qui fait un bon système, qu'est-ce qui fait un bon modèle pour le labo, elle est hyper complexe. Et en fait, le plus d'informations on a, le mieux on se porte. Et moi, je me dis qu'avec le type de cartographie de réseau d'interaction qu'on va donner à la communauté, on va pouvoir donner des indications de, typiquement, les diatomées, elles sont en permanence avec ce type de bactéries-là. Donc, s'il faut investir l'équivalent d'un morceau de thèse ou d'un boulot de technicien ou de technicienne pour établir la mise en culture, autant mettre le paquet sur des organismes où on sait que dans l'environnement naturel, ils sont déjà trouvés ensemble. En fait, t'as plus de chances de réussir parce qu'on les observe déjà de façon systématique dans l'environnement naturel. Ouais. Et puis surtout, ça donne de la validité écologique au modèle qu'on établit. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur Chaetoceros comme c'est un peu le fil directeur dans mon labo. Tous les projets du labo sont sur cet organisme-là. C'est qu'en fait,
dans le domaine des études des diatomées, dans le labo, la majeure partie des études, on va dire très moléculaires, très génétiques qui ont été faites sur les diatomées ont été établies, en particulier dans une diatomée qui s'appelle Phaeodactylum tricornotum et qui est un sorte c'est absurde que ça soit devenu le modèle parce que c'est vraiment une anomalie dans les diatomées. Et en fait, une des raisons pour lesquelles c'est devenu un modèle, c'est parce que ça poussait facilement dans le labo, qu'en fait il y a pas de mur de silice, où le mur de silice est très très fin, ce qui fait que pour faire de la manipulation génétique c'était vachement plus facile et que on le trouvait facilement dans les zones côtières. Mais en fait, cette diatomée-là, qui est devenue le sorte de grand modèle de l'étude de la diatomée, ne correspond pas du tout aux critères majeurs de ce qui fait une diatomée, à savoir le mur de silice. Et en plus, il y a aucune, enfin pour moi, il y a aucune pertinence écologique parce que ça forme pas de bloom, qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits. Et donc moi, j'avais aussi, en démarrant le labo, cette idée d'établir un nouveau système. C'est pas facile, mais de dire voilà, il est temps qu'on porte notre attention sur des diatomées qui ont un enjeu écologique fort et qu'on développe les outils dans le labo pour étudier ces organismes-là qui ont un rôle important dans l'écosystème, quoi. Ouais, et finalement, on a exactement les mêmes choses, même sur les vertébrés, puisque maintenant, les nouveaux défis en biologie, c'est plus seulement d'utiliser des organismes modèles pour finalement qu'on peut pas forcément extrapoler à tout le reste parce qu'ils sont modèles pour une raison, ils sont très particuliers, mais en revanche ils peuvent servir de point de départ pour ensuite établir des approches un peu similaires mais sur des organismes qui sont beaucoup plus intéressants et représentatifs plus largement. Donc c'est marrant de voir que en fait finalement sur le plancton on fait exactement le même genre d'approche que plus largement dans d'autres domaines du vivant également. Alors il y a une chose sur lesquelles je voulais revenir aussi, c'est tu nous as parlé des campagnes Tara, il me semble que tu as participé, tu es allé toi-même sur la goélette. Alors est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe une campagne, quelle est la vie quotidienne sur Tara, où est-ce que toi tu es allé et est-ce que on a besoin encore d'aller chercher plus d'échantillonnage via ces expéditions? Alors moi, ça fait quasiment 12 ans que je travaille avec Tara. En fait, j'ai commencé à bosser avec Tara dans le cadre de mon stage de Master 2. Et puis, une fois qu'on met le doigt dedans, c'est un peu difficile d'en sortir. Donc j'ai eu la chance d'embarquer plusieurs fois sur Tara, sur plusieurs campagnes différentes. Mon prochain embarquement sera le 5e embarquement, pardon. J'ai fait des embarquements de 2 semaines, j'ai fait des embarquements de 2 mois, j'ai embarqué au large de la côte bretonne, j'ai embarqué en plein milieu du Pacifique, donc j'ai eu la chance de traverser même l'équateur à bord de Tara. Et à chaque fois, c'est des souvenirs assez inoubliables. Tara, c'est pas un bateau très conventionnel. En fait, dans le milieu de la recherche et des expéditions océanographiques, c'est même considéré comme un bateau Rikiki. C'est tout petit en fait, 36 mètres de long, 10 mètres de large, 27 mètres de haut, 16 personnes à bord. 5 marins, 6 scientifiques, en général 1 ou une artiste, 1 ou une journaliste et 1 ou une cuisinière qui fait aussi office de marin. Donc c'est vraiment un tout petit bateau. Il y a des choses à bord de Tara qu'on ne pourra jamais faire, tout simplement parce que quand il faut échantillonner à des milliers de mètres, il faut un treuil avec un câble qui fait des milliers de mètres, et ça on peut pas le stocker à bord de Tara tout simplement parce qu'on n'a pas la place. Par contre, c'est vraiment un bateau qui a été construit pour faire de la science, et c'est ahurissant. C'est vraiment ahurissant la quantité d'instruments scientifiques qu'on peut caler sur un bateau. Moi, je pensais pas que c'était possible d'optimiser autant l'espace. Et en fait, même si on n'est que 6 scientifiques à bord, on échantillonne pour, je pense, plus de 40 laboratoires différents. On échantillonne les aérosols, on échantillonne la chimie, la biologie, on fait de la microscopie, on fait des métaux traces. Et en fait, à bord du bateau, t'apprends énormément parce que tu fais beaucoup de protocoles qui proviennent d'autres labos,
Et ça, c'est un esprit de communauté que j'aime beaucoup. En fait, tu viens pas à bord du bateau pour faire ta petite manip. En fait, quand tu viens à bord du bateau, le contrat implicite que tu signes, c'est que tu vas récolter des données pour les autres, parce qu'au bout d'un moment, les autres vont aussi récolter des données pour toi. Parce qu'en fait, sur des campagnes d'échantillonnage qui durent 2 ans, bah tu peux pas cramer tes étudiants en thèse pendant 2 ans sur un bateau. Et donc l'esprit de Tara, c'est de dire bah en fait on essaye de créer un échantillonnage qui répond à tout un tas de questions différentes, et ensuite les équipes scientifiques on tourne pour en fait garder si Flora Vincent elle veut faire telle et telle mesure pendant 2 ans, et ben elle va faire nos mesures pendant 1 mois et nous on va faire ces mesures là pendant 1 mois, et en fait c'est un peu comme ça qu'on tourne. Donc il y a un fonctionnement très collaboratif au niveau scientifique, et qui se traduit aussi par un fonctionnement très collaboratif à bord du bateau. La vie à bord de Tara, c'est vraiment la coloc, dans le sens où on partage nos chambres, des fois avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, et on mange tous ensemble 2 fois par jour, et on est tous partie prenante dans les tâches ménagères. On a un tableau de roulement comme à la coloc. Le mardi tu fais la vaisselle, le mercredi tu passes l'aspirateur, le jeudi tu t'occupes de mettre la table, et en fait quand tu débarques à bord du bateau, on te met directement dans un groupe avec un marin et un autre scientifique. Et en fait, tous les jours, tu as une tâche différente, et tu ne peux pas déroger à la tâche. Je pense que le seul moment où tu déroges, c'est quand tu as vraiment le mal de mer. Mais le reste du temps, tout le monde s'y colle, que ça soit chef scientifique, capitaine, tout le monde doit le faire. Et ça contribue à créer un esprit, tout le monde se sent responsable du bateau en fait. Donc si tu sais que tu dois nettoyer les chiottes le lendemain, tu vas être propre en fait quand tu fais tes affaires, parce que tu sais que peut-être que le jour même c'est toi qui dois nettoyer. Donc et donc ça crée pas mal de ça. Voilà, en fait c'est la vie en commun. Et par contre, intimité zéro à bord du bateau, hein. On est 16, il y a très peu d'espace. Ouais, c'est commenté, hein, des fois aussi, c'est limité. Mais tu le sais, en fait. Enfin, moi, je sais que j'adore avoir mon temps à moi, quand je suis à terre. Voilà, je kiffe avoir du temps pour moi. Je sais que quand je vais à bord du bateau, je vais avoir mon shoot de collectif, quoi. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça, le moment où après le dîner on mate des films, on joue aux cartes, on fait des blagues, on est vraiment tout le temps les uns sur les autres, et après il y a des endroits un peu consacrés sur le bateau où on sait que quand t'es là c'est que t'as besoin d'être tranquille, genre tout à l'avant du bateau, ou alors dans les voiles, des fois tu peux te caler dans les voiles, et souvent quand tu te mets là les gens comprennent que t'as juste besoin d'être un peu tranquille. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup à bord du bateau, qui est que surtout les marins, ils ont une sorte d'intelligence émotionnelle et de sixième sens inouï pour savoir quand t'es de mauvaise humeur. Et ils savent, tu vois, ils savent te piquer juste assez pour que tu comprennes que ça sert à rien de faire la gueule, parce que en fait, on va devoir passer la journée ensemble. Et en même temps, ils savent qu'il y a des moments, il faut juste laisser tranquille. Et ça, moi, j'ai vachement appris au contact de ces gens-là qui ont l'habitude de passer des mois en mer. En fait, il y a une grande intelligence émotionnelle à bord de ce bateau. Ouais, non, mais c'est sûr que je pense que quand on est dans des expéditions un peu loin, c'est des périodes un peu hors du temps, et en fait, il y a une espèce de nouvelle communauté qui se met en place et qui est dure à comprendre pour les gens qui ont pas forcément vécu ces moments où en fait on est dédié pendant 2 semaines, 3 semaines à son travail et à ce qu'on fait, mais en même temps dans une ambiance de passionné avec d'autres personnes, qui permet un peu vraiment de transcender ces expériences, même si comme tu le dis, il y a une certaine promiscuité avec tout le monde. Ouais, et puis les choses vont très vite en fait, parce que quand tu partages ta vie avec quelqu'un et que tu bosses ensemble dans des situations où les gens sont fatigués, en fait, tu t'atteins très très vite les personnalités authentiques des gens. Tu vois, c'est pas comme dans la vie à terre où tu peux t'échapper, le soir tu peux rentrer à la maison et décompresser. Non, là, en une semaine, t'as compris le caractère des gens en fait, parce que en une semaine, quand tu vis les uns sur les autres, que t'es à table tous ensemble 3 fois par jour, en fait tu vois très vite
et que tu partages ta piole avec quelqu'un, enfin en une semaine tu comprends très très vite ce qui se passe. Mais ça moi j'adore, et même si ça fait 4 fois que j'ai embarqué, je pense que chaque expérience est différente déjà parce que mon rôle il change. Au début j'étais entre guillemets vraiment en bas de la chaîne alimentaire quoi, et puis à chaque embarquement j'ai un peu pris du galon, et voilà maintenant quand j'embarque c'est un privilège quoi, mais j'ai tendance, voilà, je suis chef scientifique et le rôle a changé. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que l'ambiance à chaque fois change, et tu sais jamais en fait comment ça va être, et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est toujours bien, c'est toujours chouette. Il y a toujours du neuf, et en même temps à chaque fois que t'embarques, t'as l'impression de revenir à la maison. Et donc c'est un peu ce truc-là que j'adore. Et si je peux peut-être parler d'une expérience que j'ai eue qui était particulièrement fondatrice pour moi, c'était mon 3e embarquement en décembre 2021, et c'était pendant mon postdoc. Et c'était la première fois en fait que j'étais chef scientifique sur Tara, donc j'étais aussi un peu stressée. Et l'objectif de cette expédition-là, c'était de comprendre justement les blooms, et en particulier les blooms de coccolithophore, de comprendre leur dynamique, et en particulier le rôle des virus. Encore une fois, interaction entre les virus et les coccolithophores, et comment ces virus attaquent les algues et les coccolithophores, et comment est-ce que ça peut impacter la façon avec laquelle ce bloom va se développer, et en particulier les communautés de plancton qui vont succéder à ce bloom de phytoplancton. Et l'idée, c'est que pour faire ça, on était au large de l'Argentine. On est parti entre Buenos Aires et Ushuaia pendant 1 mois, et on a utilisé des données satellites, ces fameuses données satellites, pour localiser les blooms de l'espace. On peut spécifiquement localiser les blooms de coccolithophore parce que ils ont cette coque en calcaire qui permet de réfléchir la lumière de façon bien particulière. Et on a utilisé les données satellites pour localiser une zone d'intérêt. Après, en discutant avec le capitaine, on s'est dit et les marins, on s'est dit ok, ça c'est la zone d'intérêt. Après, il faut comprendre que notre terrain de jeu, c'est un terrain de jeu qui fait quasiment 3000 km de long, donc c'est énorme. Et après, on a utilisé le bateau pour aller sur ce bloom et échantillonner le bloom de façon ce qu'on appelle lagrangienne, c'est-à-dire qu'on a essayé de suivre cette masse d'eau pendant 7 jours d'affilée pour vraiment suivre le développement et la fin de ce bloom. Et là où c'est stressant, c'est que 2 jours avant le départ du bateau, on voyait rien sur les images satellites. Et à ce moment-là, t'as quand même un peu les pétoches parce que ça fait 1 an que tu prépares cette expédition. Parce que c'était plus ou moins la première fois qu'on essayait de faire un projet de ce type-là avec Tara, et tu te dis j'ai peut-être passé 1 an à préparer cette expé où mon but c'est vraiment de targeter des coccolithophores, et là les images satellites qui évidemment les 10 années précédentes nous montraient des coccolithophores à cette période de l'année, et là on n'en voit pas. Et là qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan B? Donc c'est terrible, mais franchement moi j'ai eu des sueurs froides. En plus à ce moment-là, moi j'avais une machine qui est hyper importante pour cette expé qui s'appelle un cytomètre en flux, qui était coincé à la douane, donc j'ai remué ciel et terre et passé des heures au téléphone pour essayer de débloquer une machine. Non mais j'ai jamais fait autant d'efforts pour un instrument, et honnêtement les douanes, mais c'est vraiment l'enfer sur terre. Donc la machine était bloquée, donc je me disais mais qu'est-ce qu'on va faire en plus dans ce genre de situation? Quand tu dis que tu pars le 4 décembre, tu dois partir le 4 décembre, tu peux pas rester un jour de plus. Et ça, en fait, c'était une expérience de fou parce que au final, on a trouvé le bloom de coccolithophore, on a réussi à l'échantillonner. Ça a été une course contre la montre permanente, mais c'était franchement une des expériences les plus excitantes que j'ai jamais eues parce que on faisait de la science, on faisait de la science à bord du bateau. On n'était pas là juste pour récolter des échantillons. Vraiment, tous les jours, on se retrouvait à 6h du soir, tous ensemble, on matait des images satellites et on prenait des décisions de façon collective avec tous les scientifiques, avec les marins, et on se disait demain, au vu de la masse d'eau, au vu de comment ça se déplace, au vu des images satellites, il faut qu'on aille une dizaine de kilomètres vers l'est, une dizaine de kilomètres vers l'ouest. Donc c'est vraiment une sorte et on a appelé ça la chasse au bloom.
Du coup, ton travail est beaucoup lié, comme on l'a vu, aux enjeux actuels de conservation, de biodiversité, de climat, etc. C'est quelque chose qui se vulgarise très facilement et qui est très en vogue. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de vulgarisation de ton travail? Il me semble que tu avais fait des trucs parfois un peu bizarres avec des artistes. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. Bah, pour moi, ça fait vraiment partie de mon boulot de devoir expliquer au grand public pourquoi on fait de la recherche et pourquoi c'est important de faire de la recherche. Et donc sur Tara, on a souvent des artistes à bord. En fait, à chaque embarquement, il y a un artiste et c'est toujours une grande source d'inspiration. Et quand j'étais à bord de Tara en Argentine, j'étais avec Antoine Bertin, qui est un artiste sonore. Et son objet d'art, en fait, c'est notamment le son. C'est pour ça qu'il adore les podcasts aussi. Et donc, il utilise des données scientifiques pour faire des compositions musicales. Et en fait, ensemble, on a décidé de créer une performance qu'on avait appelée c'était en fait une méditation scientifique ou une conférence immersive scientifique, ça dépend. Et donc, on était tous les deux sur scène. Moi, je lisais un texte que j'avais écrit et qui était en fait accompagné par et soutenu quelque part par les compositions sonores d'Antoine. Et on avait appelé ça une méditation parce qu'en fait, on était vraiment en train de délivrer du contenu scientifique assez, de façon assez rigoureuse, mais avec un format totalement différent qui était un peu celui d'une méditation de pleine conscience, qui était un truc que j'aime bien faire. Et l'idée, c'était vraiment d'embarquer les membres du public avec nous. Donc, on avait à peu près une centaine de personnes qui chacun portait un casque. Et donc, tu voyais les gens dans la salle. En gros, ils étaient complètement immergés, quoi. Ils avaient les yeux fermés et ils se laissaient porter par le son. Et ça, c'était assez dingue parce que du coup, tu fais vachement appel à l'imagination parce qu'on raconte une histoire. Et en même temps, pour moi, c'était assez nouveau parce que j'ai pas l'habitude en tant que scientifique de raconter des histoires, surtout quand je parle de la science. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire passer des émotions et d'expliquer qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on est biologiste et qu'on travaille sur le plancton. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à bord du bateau? Qu'est-ce qu'on ressent quand on découvre ce bloom qu'on est parti chasser et pour lequel on s'est préparé depuis 1 an et qui a failli pas se pointer? Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que Antoine, il avait réussi à capturer le son de ses émotions à bord du bateau, la découverte, le doute, l'excitation, la préparation, mais aussi évidemment tous les sons scientifiques liés à la recherche. Et donc on avait fait ce truc-là ensemble, et pour moi c'était une façon totalement nouvelle de transmettre, qui touchait un peu au cœur des gens. Et c'était fou parce qu'à la fin, il y a des gens qui sont venus en pleurant, et parce qu'ils avaient été hyper émus par ce qu'on avait décrit comme étant le processus de découverte et d'émerveillement en fait du plancton. Et honnêtement, moi, j'ai jamais personne qui est venu me voir en pleurant après que j'ai donné un talk scientifique avec mon PowerPoint. Et je me suis dit, bon, bah là, je pense qu'on touche quand même à quelque chose de nouveau, quoi. Et dès que t'appelles aux émotions, en fait, tu fais résonner une corde totalement différente. Et je pense que les gens se souviennent que le plancton, c'est un des trucs les plus magiques qui existent dans l'océan et qu'on lui doit tellement, et que c'est pour ça qu'il faut l'étudier pour le comprendre et mieux le protéger. Ouais, non, et puis en plus c'est rare. Là, l'avantage c'est que tu avais vraiment un projet de longue haleine qui mêlait à la fois et ta recherche et ton terrain et en fait le lien à l'artiste et à la personne. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être fait plus souvent, je pense. Bah ouais, carrément. Et puis je pense qu'on a tendance à voir un peu les collaborations art-science comme la science qui inspire l'art. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et pour le coup, là, moi, c'est vraiment la démarche artistique qui m'a inspirée et qui m'a obligée à sortir de ma zone de confort et de quelque part aller explorer quelque chose de nouveau que j'aurais jamais imaginé découvrir en fait sans avoir cette collaboration artistique. Carrément. Et j'avais aussi une question qui était complètement différente. Qui concerne d'autres femmes de vie, mais qui est d'autres formes de vie, pardon, et qui est celle des femmes en sciences. Il me semble que tu as été très impliquée dans ces problématiques. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle en tant que femme en sciences, d'abord comme thésarde, et puis postdoc, et puis chef d'équipe maintenant, et de tes actions? Est-ce que ça veut dire en fait aujourd'hui d'être une femme en sciences, surtout dans un domaine qui implique du terrain et des choses où on a souvent encore assez peu de femmes?
Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, c'est un sujet dans lequel je suis tombée, je dirais quasiment par hasard. J'ai pas dans ma famille, mes parents ou ma mère étaient pas ouvertement féministes, quoi. C'est un mot que j'ai découvert assez tard. Pour être honnête, pour moi, c'était même un gros mot en fait pendant assez longtemps. Genre quand j'entendais quelqu'un qui disait ah là là, elle c'est une féministe, j'avais une image un peu pas très reluisante en fait de ce que ça voulait dire. Et puis bon bah avec le temps j'ai compris que j'ai compris que c'était des stéréotypes hein, clairement sur ce que ça voulait dire d'être féministe. Et ouais, en fait, je pense que l'engagement, il vient d'un constat assez simple, c'est que malheureusement, encore aujourd'hui, on a que 30% de femmes qui sont chercheuses, notamment en France. Bien qu'on ait quasiment 50% des doctorants qui soient des doctorantes, on se rend compte qu'il y a vraiment un plafond de verre. Donc on se retrouve avec très peu de femmes qui dirigent des labos, ou en tout cas pas assez, ou pas à la parité, très peu de femmes dans des postes de pouvoir dans la science. Et on s'est rapidement rendu compte que, je me suis rapidement rendu compte que ça avait un impact réel sur notre façon de faire de la science, déjà en termes de type de leadership, mais aussi la qualité des savoirs scientifiques qu'on produit. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée là-dedans, en fait, en découvrant ce qu'on appelle les biais de sexe et de genre dans la recherche. Donc cette idée qu'en fait, par exemple, dans le domaine médical, pendant très longtemps, on avait tendance à étudier que des rats mâles que des souris mâles et pas des souris femelles pour des études médicales, parce que les souris femelles avaient des hormones qui fluctuaient plus et du coup c'était compliqué pour analyser les résultats. Mais derrière, une des conséquences, c'est que quand on testait des médicaments, on le faisait systématiquement que sur des souris mâles, et derrière, quand on les mettait sur le marché, on se rendait compte qu'elles avaient des effets nocifs sur les femmes qui n'avaient pas forcément été anticipés. Alors ça, c'était déjà il y a plusieurs années. Maintenant, c'est plus le cas. Mais je me suis dit, waouh, en fait, cette dimension d'invisibiliser les femmes, elle se fait non seulement dans les personnes qui sont recrutées, mais en plus même dans le type de savoir qu'on produit. Et ça, pour moi, ça touche au Graal de ce que devrait être la science. Qui devrait être quelque chose de quand on fait quand on produit un savoir scientifique, il doit être universel, ou en tout cas quand on le présente comme étant universel, et en fait on se rend compte qu'il y a plein de biais dans la façon avec laquelle on fait de la recherche. Et donc pour moi ça c'est une conséquence directe du manque de femmes dans la science. Alors ça dépend des domaines. En biologie c'est pas pareil qu'en physique. Il y a tout un tas de mécanismes qui expliquent ça. Il y a des mécanismes qui sont on va dire inhérents à la façon avec laquelle on va peut-être éduquer les femmes dans notre société. Elles vont moins se mettre en avant. Elles vont peut-être être moins audacieuses. Elles vont être plus soumises au complexe de l'imposteur. Donc cette impression de toujours être au mauvais endroit, ou plus ou moins d'être là par chance, mais pas dû à nos qualités intrinsèques. Mais en fait ça pour moi c'est évidemment un aspect important, mais la responsabilité principale pour moi elle est sur le système, et comment le système a vraiment fini par être créé quelque part par et pour des hommes, et ça se traduit aussi dans les savoirs qu'on crée, mais la façon avec laquelle on évalue les chercheurs, la façon le temps qu'on a pour construire notre carrière et pour postuler à des demandes de financement, en fait tu te rends compte que c'est pas du tout calibré pour différents types de personnalités, et que c'est surtout calibré pour un type de personnalité particulier qui va être plutôt des personnalités masculines. Alors heureusement ça change. On est en train de faire évoluer la façon avec laquelle on évalue les chercheurs. On est en train d'éduquer aussi et de vraiment communiquer auprès de la jeune génération de scientifiques pour leur dire que c'est carrément possible de diriger un labo, de diriger des experts, d'avoir des postes à responsabilité en tant que femme dans la science, et de combiner ça avec une vie personnelle équilibrée. Et donc ça, c'est un peu comme ça que j'ai mis le doigt dedans. J'ai fait un tas d'actions avec ma collègue Aude Bernheim. On a monté une association quand on était en master de promotion des sciences et des femmes dans la science. On a fait des expos, on a fait un site internet, on faisait des ateliers dans des écoles, on faisait tout ça dans un esprit vraiment de libre circulation des savoirs, on va dire. Donc tout était dispo en ligne auprès de la communauté. On a écrit un livre ensemble, donc tout un tas d'actions vraiment au niveau associatif pour essayer de faire avancer cette cause-là. Et puis à titre personnel, comment ça a impacté mon métier ?
c'est marrant parce que je pense que ma vision, elle a vraiment évolué au cours de la carrière. Clairement, au fur et à mesure que je grimpe un peu les échelons, je suis de plus en plus seule dans les réunions à être une femme. Autant quand j'étais post-doc ou doctorante, j'avais encore pas mal de nanas autour de moi. Aujourd'hui, il arrive que dans des meetings, je sois la seule femme sur 15 directeurs de laboratoire autour de moi. Et donc tout à coup, c'est sûr que en fait, quand on devient directrice de laboratoire, on a accès à un nouveau type de réunion, à un autre niveau. Et là, on se rend compte que il y a vraiment eu un effondrement dans la présence des femmes autour de moi. Et du coup, forcément, voilà, c'est sévère, quoi. Et en fait, évidemment, moi, comme c'est des thématiques qui me tiennent à cœur, j'en parle, quoi. Je soulève ces problèmes-là. Et ce que j'ai remarqué d'assez intéressant, c'est que, en fait, il y a toujours une façon d'esquiver la question quand même. On va me dire, ouais, mais là, en fait, c'est encore trop tôt. On est vraiment en phase de calibrage du projet, donc ça sert à rien d'embarquer trop de monde pour le moment. Et puis, au bout d'un moment, je vois que les choses se consolident. Et puis, quand tu refais ce commentaire-là, on va te dire ouais, mais là en fait c'est trop tard parce que le projet il est déjà bien avancé. Du coup, ça va être compliqué de rajouter des gens maintenant. Et en fait, je me suis dit c'est intéressant, c'est jamais le bon moment. Et j'ai aussi beaucoup pensé à ça dans le cadre de divers projets. J'essayais toujours de comprendre mais pourquoi toutes ces post-docs que j'avais autour de moi, qui étaient des femmes incroyables, pourquoi elles accèdent pas au niveau supérieur. Et quand je demande à mes collègues plutôt masculins, j'ai aussi l'impression qu'il y a toujours une bonne explication. Il y a toujours une raison. Tu vois, des fois, il y a une personne, elle a eu des enfants, donc elle avait moins le temps. Il y en a une autre, elle a décidé de quitter la recherche académique pour se mettre à son compte. Il y en a une autre, en fait, elle préférait travailler sur d'autres types de systèmes, etc. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a un nombre infini et inépuisable de raisons qu'on va trouver, alors qu'en fait, moi j'en ai marre qu'on trouve des excuses, quoi. Je me dis mais à quel moment est-ce qu'on va se rendre compte que c'est absurde qu'il y ait toujours une excuse, parce qu'en fait c'est des excuses qui valent bien pour se laver de sa responsabilité, mais moi je pars surtout du principe qu'on n'a pas fait assez d'efforts pour adapter le système pour que toutes les raisons qu'on m'avance en fait sont des mauvaises raisons. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais militante, féministe et activiste plutôt plus jeune, quoi, en thèse, j'étais plutôt bien reçue quand je portais ce message-là. C'était bien vu parce que voilà, c'est super, on a des jeunes comme Flora qui militent pour plus de femmes en sciences. Et maintenant, je sens que ça commence à devenir, je commence à être un peu la relou de service, quoi. Parce que maintenant, quand je le dis plus aux mêmes gens, je le dis plus au même endroit. Et puis, en fait, je sens que c'est pas reçu de la même façon et que c'est un peu en mode elle revient encore avec ce sujet-là. Et ouais, en fait, je reviendrai toujours avec ce sujet-là jusqu'à ce que ça change. Après, ça s'incarne différemment. En fait, aujourd'hui, j'ai peut-être moins le temps de faire du militantisme, mais du coup, je suis une femme en sciences qui dirige un labo, et du coup, c'est aussi une façon de militer. Et puis je fais remonter beaucoup de femmes. En fait, moi, ma stratégie, c'est juste de faire monter plein de femmes à des postes à responsabilité, de les mettre en avant, de les valoriser, de leur donner des responsabilités, et vraiment de faire monter, de faire mon boulot, quoi. En fait, de faire cet appel d'air pour faire monter plus de femmes à des postes à responsabilité. Et je pense qu'aussi une autre différence, c'est que c'est incroyable le nombre de candidatures féminines que je reçois dans mon labo. Je reçois beaucoup de candidatures en général, surtout pour des post-docs, mais j'ai remarqué que autour de moi, les labos qui étaient dirigés par des femmes avaient une proportion de femmes beaucoup plus élevée. Donc je pense qu'il y a un peu cet effet-là d'attirer plus de candidatures féminines dans nos labos, ce qui est super. Mais du coup là, moi à l'heure actuelle, j'ai un peu je suis dans le cas de figure un peu inverse, où j'ai clairement beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais je me dis que c'est pas très grave vu qu'on a tellement de retard à rattraper que ouais, je pars du principe que je me donne le droit d'avoir un labo qui est pas balancé. Je me dis un peu la même chose que toi. Moi, j'ai pas fait exprès non plus, mais là, j'ai recruté beaucoup de monde, et en fait, j'ai recruté 3 femmes et un homme, et c'était pas du tout fait exprès. C'est vrai que j'ai eu
plus de candidatures féminines, je pense, pour les post-docs notamment. Et après, bon voilà, c'était juste les entretiens, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, pareil, ça me gêne pas trop d'avoir en fait plus de femmes, parce que rien que dans notre labo, en fait, on est la seule équipe où on aura autant de femmes, quoi. Le reste est vraiment très très masculin, surtout pour les équipes en paléontologie. Majoritairement, c'est des hommes, 70%, je pense. Ouais, non, mais ça crée. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien, alors, je me souviens plus de la chercheuse en sociologie qui l'a donné. Je pourrais le retrouver, mais qui dit qu'en fait, une minorité arrête d'être une minorité quand quand elle représente à peu près 35% de la population. Et c'est toujours un peu le chiffre que je me suis donné pour les postes à responsabilité en sciences, en me disant, en fait, quand on aura 35% de femmes à des postes à responsabilité dans le milieu de la science, on arrêtera d'être une minorité, et donc ça arrêtera d'être un sujet, et ça devient une force qui change la culture, en fait, parce que c'est vraiment une question de culture et de système. Et en fait, quand t'es une des rares seules femmes dans un environnement, en fait, t'as cette étiquette-là en permanence, et tu dois revendiquer ça en permanence. Et en fait, c'est fatigant. C'est aussi du temps de notre recherche qui est investi pour militer pour cette cause-là. Et quand t'atteins 35%, en fait, tu distribues un peu la responsabilité de représenter cette population-là quelque part. Et donc c'est un peu comme ça que je le vois. Je me dis, voilà, l'objectif c'est déjà 35%. Et à partir du moment où t'es à 35%, tu infuses en fait dans la culture d'un endroit, et ça fait vraiment évoluer les pratiques. Et j'ai aussi un peu c'est pas une conviction, parce que c'est étayé par des données, mais qu'en fait, à partir du moment où tu commences à augmenter la présence de femmes dans un certain type de milieu, t'augmentes toutes les formes de diversité en général. Parce que on me demande souvent, mais pourquoi focaliser sur les femmes et pas sur les personnes racisées, etc. Déjà, moi, je me dis, un problème à la fois. Les femmes, c'est quand même 50% de la population, donc j'estime qu'elles devraient occuper 50% des postes si elles en ont envie. Et donc je pense qu'aussi en améliorant la présence des femmes dans les milieux dans lesquels elles ont toute leur place, et surtout dans lesquels on a besoin en fait de cette diversité, on augmente toutes les formes de diversité. Je pense c'est surtout, voilà, c'est pas juste un enjeu de justice, c'est aussi un enjeu de production de savoir. En fait, si on a des équipes qui sont trop homogènes, si on a des gens qui viennent du même parcours, qui pensent de la même façon, qui sont parfois du même sexe, du même milieu socio-professionnel, et qui sont face à un problème, ils vont tous penser ce problème de la même façon. Ils vont le voir du même angle. Dès lors qu'on injecte de la diversité dans les points de vue, forcément, on va voir des nouveaux angles dans ce problème, et du coup, toutes les solutions qu'on va apporter à cette question vont forcément être plus inclusives, et vont forcément être de meilleure production scientifique. Donc moi, je le vois vraiment comme ces histoires de cônes. Si tu prends un cône et que tu le vois de face, on dirait un triangle. Si tu le vois d'en dessous, on dirait un cercle. Là, c'est exactement pareil. En fait, si tout le monde vient de la même trajectoire, on va tous voir un triangle. Et il suffit que tu aies une personne qui vienne de l'extérieur, qui voit ton problème d'un angle 90 degrés, et lui, il va te dire, non mais attends, c'est pas du tout un triangle, ton truc, c'est un cercle. Et en fait, quand tu mets les deux ensemble, tu te rends compte que c'est un cône. Et moi, c'est vraiment comme ça que je pense les problèmes dans la science. Et du coup, les personnes qui voient cet objet, cette question scientifique comme étant autant de facettes différentes du problème. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'augmenter la diversité des points de vue dans la science, si on veut faire de la bonne science. Et du coup, on va arriver avec tout ça, sur ces bonnes paroles, vers la fin de l'émission. Alors, tu es arrivé, je crois, avec 2 citations. C'est la tradition, un podcast science, d'avoir notre invité qui arrive avec des citations. Toi, t'en as 2 qui sont très différentes. Alors, est-ce que tu pourrais nous les lire? Puis comme ça, on pourra voir ce que ça nous inspire. Elles sont très différentes, mais je pense qu'elles représentent bien les 2 pôles de ce qui m'intéresse dans la vie. La première, c'est une citation de Lynn Margulis, en anglais. Nature abhors a pure culture symbiosis, whether ecto or endocellular are the rule rather than the exception. En français, c'est la nature déteste les cultures uniques, la symbiose ou bien ecto ou endocellulaire sont la règle plutôt que l'exception. Et ça fait bien écho aussi à ce que tu viens de dire. Il faut toujours une certaine diversité. C'est ça.
Et la deuxième citation, c'est de Gloria Steinem, qui est une féministe américaine, qui dit Truth will set you free, but first it will piss you off. En français, ça donne la vérité va te libérer, mais avant, elle va bien t'emmerder. Et c'est une citation que j'ai en tête depuis plus de 12 ans, et je trouve elle s'applique à énormément de choses. Ça vous inspire quelque chose, Pascal et Cléora? Très, très bonne citation, oui. Et puis, comme tu as dit, bien en écho avec ce que vous avez développé avant, plutôt féministe, etc., par rapport à la diversité. Ouais. Mais c'est ce qu'on montre en sociologie exactement, comme quoi plus on met de diversité à partir, en commençant par les femmes, il y a plus de diversité. Après, toutes les nations, les cultures, au niveau des racisés, etc. Ouais. Ça commence par là. Et puis, s'il y a des choses qui nous plaisent pas d'abord, c'est peut-être que finalement, c'est la vérité qui va nous libérer un peu plus tard. On espère que ça va nous dire pas mal de choses. Et on arrive à la fin de cette émission, après des problèmes techniques, et finalement tout s'est résolu à la fin, donc c'est parfait. Et donc on va conclure. Merci beaucoup, Flora, d'être venue nous partager toutes tes recherches et merci. Et tout ce que tu nous as raconté sur le plancton. Tu disais quelque chose, Cléora, aussi. Je disais merci. Tout simplement. Ouais, cette richesse à la fois du plancton qui nous apprend des choses à la fois sur la science, mais également plus largement que ça, ainsi que toute cette découverte. On espère qu'on vous a fait rêver, vous avoir fait rêver autant que nous on a rêvé durant cette émission. Et que on vous a convaincu que le plancton c'est à la fois abondant, c'est hyper important pour les écosystèmes, mais que c'est fragile aussi, et que tant de découvertes s'y nichent encore. Là, tu nous as parlé du nitroplaste, mais on imagine qu'on peut encore découvrir beaucoup de choses. Merci pour nous avoir fait partager ta passion et tes recherches, et surtout pour la dernière émission de la saison 14. Quelle émission qui ne pouvait pas vraiment être plus appropriée. Pour ceux d'entre vous qui allez partir à la plage, peut-être que si vous allez nager dans la mer, vous allez penser au plancton et à tout ce qui vous entoure, d'abord sous vos pieds, mais également aussi plus loin dans l'océan. En attendant, on vous retrouve à la rentrée. On vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez bien, reposez-vous bien. Et puis, en septembre, on resservira la science dans la joie, comme toujours. Et on vous souhaite un très très bel été. Salut! Thank you.